Au cœur d'une forêt dense, une personne entreprend une randonnée en forêt, s'enfonçant dans les profondeurs mystérieuses de cette nature sauvage. Mais il ne s'agit pas d'une promenade ordinaire à travers les bois. Elle va bien vite prendre un tour étrange, pour ne pas dire franchement inquiétant. Notre protagoniste, une lueur d'audace dans le regard, découvre un terrier caché dans l'ombre. La curiosité l'emporte sur la peur, et notre explorateur s'en approche. Ce n'est pas un terrier quelconque, c'est celui d'un renard. Et si c'était une mauvaise idée, et qu'il fallait mieux s'enfuir? Pendant la joyeuse saison printanière, lorsque la nature s'anime d'une énergie vibrante, les renards poursuivent toujours le cycle complexe de la vie. C'est à cette époque que les renards recherchent le confort de leur sanctuaire souterrain. Le reste de l'année, lorsque le monde alentour est luxuriant, le renard préfère se prélasser au soleil et passe tout son temps en surface, sauf lorsque le temps se gâte. C'est dans les conditions les plus défavorables qu'il se réfugie dans son terrier, à l'abri des intempéries. Ces terriers de renards ne comportent généralement que quelques entrées, parfois recouvertes de terre et de débris épars. Pendant les mois d'hiver, les renards s'affairent à creuser avec diligence de nouvelles galeries en prévision du printemps à venir. Parfois, parmi les vestiges de leur voyage souterrain, on retrouve des restes de renards morts, témoignant du cycle sans fin de l'existence au sein de ces complexes réseaux souterrains. Si l'on explore les environs d'un terrier de renard, on remarquera des traces fraîches de repas à l'extérieur des terriers pendant les mois d'avril à juin. C'est à cette période, lorsque les renardeaux enjoués honorent la forêt de leur présence, que l'on peut trouver des vestiges de leur festin, un signe certain de cette nouvelle vie qui se développe. À quoi ressemblent donc ces terriers? Après tout, ce ne sont pas les seuls animaux qui ont des tanières dans la forêt. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Les terriers de renards, demeures impénétrables de ces êtres espiègles, sont généralement situés dans des zones où la verdure est abondante. Ces animaux peuvent se tapir sous les branches d'un arbre ou se réfugier sous d'imposants rochers. Si tu tombes sur un petit trou douillet qui semble taillé sur mesure pour un renard, et que tu humes cet arôme incomparable accompagné d'autres indices révélateurs comme des os éparpillés, c'est que tu as probablement découvert une tanière de renard. Hélas, mon curieux ami, il n'y a pas de recette infaillible pour savoir où ces rusés canidés choisissent d'établir leur tanière. Ils possèdent une étonnante capacité d'adaptation à divers environnements, qu'il s'agisse de prairies ouvertes, de forêts denses ou même de l'impitoyable toundra. Imagine un peu, le terrier d'un renard se compose d'au moins 4 ou 5 parties. Il y a l'entrée principale, le tunnel d'accès, la tanière principale et une chambre secrète qui sert de réserve de nourriture. Selon la taille de la meute, il peut y avoir des chambres supplémentaires pour accueillir toute la famille de renards. Visualise maintenant l'ouverture de la tanière d'un renard. L'entrée et le tunnel d'accès forment un couloir qui s'enfonce d'1 à 3 mètres sous terre, connectant le monde extérieur au refuge douillet qui s'y trouve. Ah, mais ce n'est pas tout. Les renards, en administrateurs avisés, stockent tous les trésors qu'ils ont trouvés dans leur tanière. Oui, ils ont leur propre cache de nourriture où ils dissimulent toutes ces délicieuses trouvailles. Le nombre de chambres dans la tanière peut varier en fonction de la taille de la meute, car ces animaux rusés veillent à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour mettre bas et élever leur adorable marmaille. Ils peuvent même creuser des tunnels supplémentaires et créer d'autres entrées, au cas où le besoin s'en ferait sentir. Parlons maintenant d'affaires culinaires. Les renards sont des gourmets avertis qui stockent de la nourriture en grande quantité, prêts à affronter l'hiver et la saison des amours. Pour autant, ce ne sont pas des accapareurs. Ils mettent généralement de côté juste ce qu'il faut pour les temps à venir, étant donné qu'ils n'ont pas la chance de trouver une proie fraîche tous les jours. Les baies et les fruits ornent souvent leur garde-manger, tandis que ces carcasses délectables sont au centre de leur menu gastronomique. Tu es curieux de savoir si les terriers des renards sont proches les uns des autres? Si la terre est riche en nourriture et en eau douce, on peut parfois trouver 2 ou 3 tanières dans un rayon de 25 km².
En revanche, si les ressources sont rares, il te faudra peut-être étendre tes recherches à un rayon de 50 km² pour trouver un terrier. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Les renards, fidèles à leur nature débrouillarde, ont souvent plusieurs tanières. Ils conservent leur tanière principale, souvent appelée tanière natale, et la valeur sentimentale qui va avec. En outre, ils gardent une tanière de secours pour faire face à des circonstances imprévues. N'oublions pas non plus leur capacité à s'approprier ou emprunter les tanières abandonnées. Ce sont des petits malins, n'est-ce pas? Parlons maintenant de ces merveilleux animaux. Les renards se déclinent en une multitude d'espèces, de variations et de tailles disséminées à travers toute la planète. Mais la vedette est le renard roux, que l'on trouve sur tous les continents, à l'exception des glaces de l'Antarctique. Si la plupart des renards préfèrent la tranquillité des paysages ruraux, ne sois pas surpris de les voir s'aventurer dans les zones urbaines et suburbaines, où leur chemin peut croiser celui de l'homme. Ah, les rencontres entre le renard et l'homme, c'est l'histoire de deux extrêmes. Certaines âmes bienveillantes tentent de gagner la confiance de ces animaux, en leur offrant des friandises et en les amadouant. D'un autre côté, il y a ceux qui tremblent à la simple vue d'un renard, craignant leur nature féroce et farouche. Imagine maintenant ce scénario. Que se passe-t-il si un renard s'approche de toi ou même t'attaque? En règle générale, les renards ne constituent pas une menace pour l'homme et n'ont pas de mauvaises intentions. Ils préfèrent se régaler de petits mammifères ou de poules, réservant leur agressivité à la chasse ou à leur propre défense. Pourtant, des cas de confrontation entre humains et renards ont été signalés, parmi lesquels quelques incidents. Il est donc essentiel de connaître les mesures à prendre si un renard s'approche ou se jette sur toi. Les renards peuvent en effet être domestiqués. Pourtant, ils restent essentiellement sauvages, et leurs actes peuvent se montrer tout à fait imprévisibles. Ils peuvent embrasser temporairement la captivité, puis revenir à leurs instincts primaires lorsqu'ils se sentent acculés, menacés, tiraillés par la faim ou tout simplement effrayés. Naturellement, les renards nous considèrent comme des menaces potentielles, et il est dans notre intérêt de faire preuve de la même prudence. N'essaye jamais d'approcher un renard, même s'il semble amical et docile, car son tempérament peut changer en quelques secondes et te prendre au dépourvu. Évite les mouvements brusques et résiste à l'envie de te rapprocher, car cela pourrait agiter ou effrayer notre ami renard. Dans la plupart des cas, lorsqu'un renard aperçoit un homme à proximité, il prend rapidement la fuite ou se cache. Toutefois, si tu te retrouves à affronter un renard, la meilleure marche à suivre est de faire un pas en arrière et de lui laisser l'espace dont il a besoin. Si un renard persiste à s'approcher ou si tu en rencontres plusieurs à la fois, eh bien l'ami, éloigne-toi d'eux et laisse-leur leur territoire. N'essaye pas de les approcher ou de les nourrir, encore moins à la main. Laisse-les vaquer à leurs occupations de renard, pendant que tu les observeras de loin. Si un renard se retrouve piégé, par exemple en entrant dans ton garage, il est impératif de rester calme. Évite d'élever la voix ou de provoquer une agitation inutile, car cela pourrait inciter le renard à t'attaquer. Au contraire, reste silencieux, garde une distance respectable avec l'animal et offre-lui un moyen de s'échapper. Veille à ce que les portes et les fenêtres ne soient pas obstruées, afin de rendre au renard la liberté tant recherchée. En temps voulu, il s'échappera aussi vite qu'il est venu. Toutefois, si la chance ne te sourit pas et que tu te retrouves dans la situation malheureuse d'une attaque de renard, n'oublie pas de garder ton calme. Abstiens-toi de lâcher ton chien dessus ou de le poursuivre. Laisse le renard s'en aller de lui-même. Si ce dernier persiste et refuse de reculer, un grand bruit ou quelques battements de mains peuvent ne suffire à le faire fuir. Et tu peux maintenant profiter de ta balade la forêt. Tu as l'habitude de prendre des autostoppeurs en te rendant au travail? Dans ce cas, tu devrais prendre connaissance de l'arnaque de l'autostoppeur sur la route. Il s'agit d'une escroquerie qui vise les conducteurs peu méfiants. L'escroquerie commence généralement par une personne qui se fait passer pour un autostoppeur et fait signe à une voiture sur le bord de la route.
Elle peut prétendre être en détresse ou avoir besoin d'un chauffeur pour se rendre dans une ville voisine. Dans certains cas, l'autostoppeur peut demander au conducteur de s'arrêter à un endroit précis, comme une station-service ou une supérette, où il disparaîtra avec l'argent ou d'autres objets de valeur qu'il aura volés. Cette escroquerie peut également se dérouler en équipe. Un groupe de personnes fait signe à une voiture et demande à être pris en stop. Une fois la voiture en route, ils menacent le conducteur et volent de l'argent, des objets de valeur, voire la voiture elle-même. Il est important d'être conscient de cette escroquerie et d'être toujours prudent lorsque l'on prend des gens en stop. Il est préférable d'éviter de donner de l'argent ou d'autres objets de valeur à toute personne qui prétend avoir besoin d'un transport, et de ne jamais s'arrêter à un endroit qui n'est pas sûr ou familier. Les autostoppeurs ne sont pas le seul motif d'ennui sur la route. Une tranche de fromage n'est pas quelque chose que tu t'attends à trouver sur ta voiture garée, n'est-ce pas? Pourtant, c'est peut-être le signe d'une situation dangereuse. Une femme a raconté cette expérience en ligne, pensant qu'il s'agissait d'une simple farce faite par un jeune du quartier. Elle a décidé d'appeler une amie et de lui demander de l'aide pour nettoyer la voiture. Mais lorsque les deux femmes ont commencé à enlever le fromage fondu sur le pare-brise, elles ont vu quelque chose d'étrange à proximité. Elle se souvient avoir vu arriver une camionnette blanche. À l'intérieur se trouvaient plusieurs hommes qui les regardaient avec méfiance. Comme elle n'était pas seule, elle a jugé qu'il n'y avait pas de danger à finir de nettoyer la voiture. Même si elle ne se sentait pas à l'aise à l'idée d'être dévisagée, il leur a fallu près d'1 heure pour gratter le fromage qui avait fondu sous l'effet de la chaleur. Elle s'est tout de même demandé s'il ne s'agissait pas d'une tactique pour voler une personne. En effet, la plupart des gens seraient tellement concentrés sur le nettoyage de leur voiture qu'ils seraient indistraits et ne garderaient pas un œil sur les objets qu'ils ont laissés dans la voiture, comme les sacs, les portefeuilles ou même les articles récemment achetés. Parfois, il pourrait s'agir d'une stratégie d'enlèvement. Le fromage collant obligerait la personne à se concentrer sur le nettoyage de la voiture et l'empêcherait de voir les personnes suspectes qui s'approcheraient d'elle en temps voulu. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, si jamais tu vois un morceau de fromage sur ta voiture, autant le laisser tel quel, tant qu'il ne te bloque pas la vue et qu'il n'affecte pas vraiment ta conduite. Le plus sûr est de le nettoyer à la maison. Ou alors, il faut se rendre à la station de lavage la plus proche, qui saura comment nettoyer au mieux le véhicule sans abîmer la peinture. Bien sûr, l'arnaque du morceau de fromage sur une voiture n'est peut-être qu'une coïncidence. Mais certaines escroqueries sont plus légitimes, comme la suivante, qui est une méthode assez inhabituelle pour s'emparer des voitures des autres. Si tu remarques un t-shirt ou un sweat à capuche sur ton pare-brise, ou même enroulé entre tes balais d'essuie-glace, ne t'empresse pas de t'en débarrasser. Là encore, il peut s'agir d'un objet délibérément placé là pour détourner ton attention pendant qu'on t'enlève ta voiture. Pars aussi vite que possible, si tu le peux, et rends-toi dans un endroit sûr, bien éclairé et peuplé de gens. Là, tu pourras retirer sans risque l'objet qui se trouve sur ta voiture. Certaines personnes ont même trouvé de l'argent sous leurs essuie-glaces. Il est assez évident que ceux qui l'ont laissé là avaient probablement la même intention. Il existe des méthodes efficaces pour réduire les risques de se faire voler sa voiture. Lorsque tu gares ta voiture, fais en sorte que tes pneus soient tournés vers le trottoir. Si les roues de l'auto sont dans cette position, les voleurs ont moins de chances de pouvoir se déplacer avec le véhicule. Ils verront que la voiture nécessite plus de temps et d'énergie pour être bougée, et elle deviendra donc une cible moins intéressante. Malheureusement, les escroqueries sur la route sont assez courantes, et l'une des plus répandues est la fameuse arnaque à la dépanneuse. Cette escroquerie consiste à laisser de l'huile, des clous métalliques ou des éclats de verre sur la route et à attendre que les conducteurs tombent dans le piège. Si une telle pratique endommage la voiture, les escrocs surgissent de nulle part et te proposent des services de remorquage à des prix extrêmement élevés. Ils essaieront de faire pression sur toi pour que tu utilises leurs services, car la plupart du temps, ils placent ces pièges à des endroits stratégiques. Ils font en sorte que les gens soient isolés dans des endroits où la visibilité est réduite et où il n'y a pas de station-service en vue pour évaluer les dégâts occasionnés à la voiture. Si par exemple le remorquage est la seule option possible, le remorqueur en profitera pour emmener la voiture dans des ateliers non agréés par ta compagnie d'assurance. Cela signifie que tu devras payer encore plus d'argent pour récupérer ta voiture. Si tu conduis depuis assez longtemps, tu sais que le conducteur qui percute un autre véhicule par l'arrière est toujours responsable. En effet, il convient de toujours garder une distance confortable par rapport à la voiture qui précède, afin de pouvoir s'arrêter en toute sécurité en CA d'urgence.
Certains escrocs en profitent pour freiner brusquement à plusieurs reprises, provoquant ainsi une collision. Cette tactique dangereuse est utilisée pour obtenir de l'argent pour de prétendus dommages et même pour de faux frais médicaux. Pour éviter d'être victime de cette escroquerie, il convient de réduire sa vitesse et de garder une distance de sécurité, en particulier avec les véhicules suspects ou les conducteurs chaotiques. Si un escroc continue à t'importuner dans la circulation, la meilleure chose à faire est de te rendre au poste de police le plus proche et de le dénoncer. Prenons un exemple. Tu es en train de rouler sur la route et soudain, un motard attire ton attention et te fait remarquer que tes roues fument. Tu t'arrêtes rapidement sur le bas-côté de la route. Le motard se propose alors de t'aider en appelant un mécanicien pour qu'il vérifie tes roues. Étonnamment, le mécanicien arrive très vite, mais il désactive ton système de freinage pendant qu'il inspecte la cause de la fumée. Il te demande ensuite de tester tes freins, qui ne fonctionneront évidemment pas puisqu'il les a déjà désactivés. Faisant semblant d'être serviable, il te propose de réparer tes freins, mais il te demandera un prix énorme pour cela. Morale de l'histoire, reste fidèle à ton mécanicien ou à ta société de remorquage de confiance. On ne sait jamais qui on peut rencontrer sur la route. Certaines escroqueries ne sont même pas authentiques, mais constituent des légendes urbaines. De nombreuses personnes affirment avoir vu le Wrong Way Man, ou l'homme qui roule à contresens, sur les routes. Une version de cette histoire mentionne un homme coincé dans une rue à sens unique, provoquant le chaos et la confusion, alors que les autres conducteurs tentent de l'éviter. On dit de cet homme qu'il est fou et dangereux, avec un regard sauvage dans les yeux et un penchant pour la conduite imprudente. D'autres versions disent qu'il ne conduit même pas, mais qu'une fois que tu vois cette personne mystérieuse sur le bord de la route en rentrant chez toi, tu dois faire demi-tour et éviter de retourner dans ta maison pendant au moins une semaine. Autrement dit, quelque chose de grave pourrait se produire. Il existe d'innombrables récits d'accidents évités de justesse avec ce mystérieux personnage. Certains disent même qu'ils ont été frappés par l'homme et qu'ils ont subi de graves blessures. Malgré les nombreuses observations et histoires, il n'existe aucune preuve concrète de l'existence réelle de l'homme qui roule à contresens. De nombreux experts pensent que cette légende n'est qu'une simple mise en garde, destinée à rappeler aux gens qu'ils doivent faire attention à ceux qui les entourent et conduire prudemment. Cependant, la légende persiste et continue d'être transmise de génération en génération, ce qui en fait l'un des mythes urbains les plus tenaces de tous les temps. Imagine une succession de labyrinthes sombres, profondément enfouis sous terre. Ils regorgent de périls cachés et de découvertes inattendues. Attrape ta lampe torche et laisse-nous t'emmener à la découverte des grottes les plus effrayantes jamais visitées par l'homme. La première destination sur notre liste est Cathedral Caverns, en Alabama. À l'origine, cet endroit s'appelait Batcave, mais il a été rebaptisé en raison de son aspect, et suite à une plainte de Bruce Wayne. En l'approchant, on ne peut s'empêcher de remarquer son immense entrée de 38 mètres de large et de 8 mètres de haut. Mais cette arche grandiose n'est pour aucune entrée en matière. À l'intérieur de la grotte se trouvent certaines des plus belles formations que la nature ait jamais créées. L'une des plus célèbres d'entre elles est probablement Goliath, une stalagmite géante de 14 mètres de hauteur pour une circonférence de 74 mètres. Parmi les autres sites étonnants à visiter, citons un homme des cavernes en équilibre au sommet d'une coulée minérale, une chute d'eau gelée et une véritable forêt de hautes stalagmites. Tu es probablement curieux de savoir comment un endroit aussi fascinant a pu se retrouver sur la liste des grottes les plus effrayantes au monde. Le truc, c'est que la taille exacte de cette grotte nous est encore inconnue, et seuls 3 km environ sont cartographiés et ouverts au public. Mais la grotte peut se montrer traîtresse de temps à autre, et c'est qu'elle fait. Par exemple, les producteurs du film de science-fiction de 1984, What Waits Below, ont tourné de nombreuses scènes dans Cathedral Caverns. Mais pendant le tournage, 17 acteurs et membres de l'équipe ont été intoxiqués au monoxyde de carbone et ont dû être immédiatement amenés à l'hôpital, évitant de justesse des conséquences tragiques. Mais poursuivons notre chemin jusqu'à Moaning Caverns, soit la caverne qui gémit, en Californie. Ce qui la rend particulièrement effrayante, c'est l'étrange son de respiration qui s'en dégage. Il est produit par l'écoulement de l'eau au travers d'ouvertures en forme de bouteille à la base de la grotte. Si une personne ignorant la nature de ce souffle s'en approche, cette inquiétante respiration pourrait bien l'inciter à s'éloigner au plus vite.
En revanche, ces gémissements ont pu susciter la curiosité de quelques aventuriers. Et généralement, cela ne s'est pas très bien terminé pour eux. Des chercheurs ont retrouvé les restes de plus d'une centaine d'hommes préhistoriques tombés dans le gouffre de la grotte il y a environ 13 000 ans. Aujourd'hui, il est possible de faire le tour de la grotte, mais pas plus profondément qu'à 50 mètres depuis l'entrée du gouffre. Si tu te sens particulièrement audacieux, tu peux descendre en rappel. Mais il te faudra quand même ressortir en empruntant un escalier de fer forgé à l'allure gothique. Attention à ne pas glisser, ça ferait une sacrée chute. La prochaine grotte que nous allons visiter porte le nom inquiétant de Hell Hole, et elle se trouve en Virginie occidentale. Elle est suffisamment connue pour avoir inspiré quelques films d'horreur. En dépit de son nom, l'endroit est plutôt frais, mais pas moins effrayant pour autant. La température moyenne à l'intérieur de la grotte est d'environ 8 degrés, ce qui en fait un habitat idéal pour une grande variété de chauves-souris et d'autres créatures cavernicoles moins communes. À vrai dire, en hiver, la grotte abrite environ la moitié de la population mondiale des chauves-souris, dites oreillards de Townsend. Ces créatures sont en danger critique d'extinction et extrêmement vulnérables. Mais cela n'empêchera pas un frisson de te parcourir l'échine lorsque tu verras une nuée de 20 000 chauves-souris criant et battant des ailes. Bell Witch Cave est une formation relativement petite située dans le Tennessee. Et malgré son apparence anodine, elle sert de point de départ à une histoire tout aussi fantastique que proprement terrifiante. Selon la légende, au début du XIIe siècle, une famille de fermiers locaux a subi les méfaits d'un fantôme. Celui-ci faisait beaucoup de bruit la nuit, arrachait les draps des lits et s'en prenait même aux fermiers ainsi qu'aux membres de sa famille. En bout de compte, le fermier a fini par mourir et une fiole contenant un mystérieux liquide noir a été retrouvée à côté de lui. Certaines personnes ont alors cru que le fantôme était parvenu à l'empoisonner d'une manière ou d'une autre. Peu après, l'esprit s'est désintéressé de la famille du fermier. Les habitants de la région se sont alors persuadés que le fantôme était retourné dans une grotte tout près de la ferme. Ils croyaient également que cet être surnaturel avait juré de revenir quand le temps serait venu. Aujourd'hui encore, les habitants de la région font état d'événements étranges survenus autour de la grotte. Ils sont prêts à jurer que ceux-ci sont liés aux fantômes qui narguaient autrefois cette famille. On parie que, quel que soit ton degré de scepticisme, cette grotte te fichera la chair de poule. Et voici Wind Cave, la grotte du vent, dans le Dakota du Sud. À première vue, cette caverne n'a rien d'effrayant. Pas de nuée de chauves-souris en effervescence, pas de vestiges anciens ou de gaz toxiques. Mais la grotte abrite une caractéristique géologique très rare, qui tend à faire froid dans le dos. Nulle part ailleurs dans le monde tu ne trouveras un réseau aussi étendu de filonnettes de calcite en relief, ou boxwork. Comment Wind Cave a-t-elle pu créer les conditions parfaites à l'émergence de ces veines de calcite? C'est encore un mystère. Mais ce que l'on remarque, c'est que ces veines ressemblent un peu trop à une gigantesque toile d'araignée. Même s'il ne s'agit que d'une anomalie géologique, il est difficile de regarder ce réseau sans imaginer des milliers d'araignées des cavernes se faufilant le long de ces minces fils de minéraux durcis. Laisse-nous maintenant t'emmener dans un endroit qui semble hors du commun. Il n'y a rien de mystérieux ou de dangereux dans ce lieu, mais il est assez unique en son genre. La vie à l'intérieur de cette grotte s'est trouvée isolée du monde extérieur pendant environ 5,5 millions d'années. Et cela se voit. Rends-toi compte par toi-même. En raison de cet isolement prolongé, les conditions à l'intérieur de la grotte de Mauville sont telles qu'elles n'existent nulle part ailleurs dans le monde. En dépit du manque de lumière à l'intérieur de la grotte et de la toxicité de l'air environnant, un écosystème unique y prospère. Cette grotte est située à quelques kilomètres à l'ouest de la mer Noire, en Roumanie, et a été découverte pour la première fois en 1968. Aujourd'hui, on ne peut la visiter qu'avec une autorisation spéciale. Mais même si tu t'en procurais une, les cavernes centrales sont naturellement protégées par des tunnels calcaires très étroits et des puits abruptes. Les personnes souffrant de claustrophobie ne devraient donc en aucun cas pénétrer dans cet endroit. Au fond de la grotte, l'air contient 2 fois moins d'oxygène que l'air extérieur. Il recèle en revanche beaucoup de dioxyde de carbone et de sulfure d'hydrogène, ce qui signifie que c'est loin d'être l'air le plus frais que l'on puisse respirer. Il fait également nuit noire à l'intérieur de la grotte. Mais malgré, ou plutôt
Grâce à ce cocktail de conditions extrêmement difficiles, le site est une véritable mine d'or pour les biologistes. La vie semble y battre son plein. Dans une étude réalisée en 1996, les scientifiques ont identifié 48 espèces vivant dans la grotte. 33 d'entre elles étaient uniques à celle-ci. La plupart des créatures qui y résident sont minuscules. Elles disposent de longs membres et d'antennes qui les aident à se repérer dans les ténèbres. Elles sont complètement aveugles et dépourvues de pigmentation. Ce qui semble logique. Quel besoin y a-t-il de voir quand on vit dans l'obscurité totale? Et à quoi bon se parer de couleurs chatoyantes si personne ne peut nous voir? Maintenant, prépare-toi à explorer une autre grotte, tout aussi époustouflante mais d'un genre très différent. Il s'agit de la Cueva de los Cristales, ou Grotte des Cristaux, au Mexique. 16 cristaux massifs ont été découverts en l'an 2000 par une compagnie minière, après que toute l'eau ait été pompée hors de la grotte. 2 mineurs ont alors pénétré à pied dans la caverne asséchée et ont vu ces cristaux. Ces formations impressionnantes sont en fait d'énormes piliers de gypse cachés à 300 mètres sous terre. Les scientifiques estiment que ces cristaux pourraient avoir poussé pendant près d'un demi-million d'années. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux sont si longs et si larges qu'on peut carrément les traverser à pied. Malheureusement, il est impossible de visiter cette merveille de la nature pour le moment. Mais c'est peut-être mieux ainsi, car la grotte des cristaux est un endroit dangereux, qui peut facilement se transformer en piège. Pendant des dizaines de milliers d'années, elle a été remplie d'eau souterraine qui, à l'origine, était poussée vers le haut dans l'ouverture par une chambre magmatique située dans les profondeurs de notre planète. Le magma présent sous la grotte maintenait l'eau chaude, mais la température de celle-ci a fini par descendre en dessous de 58 degrés. En conséquence, l'eau a commencé à se remplir de calcium et de sulfate, dont les particules ont fini par se recombiner pour former du gypse. C'est alors que des cristaux de couleur blanche ont envahi la grotte, et comme ils sont restés sous l'eau, ils ont pu continuer à croître. On dirait qu'elles sortent de nos pires cauchemars. Il n'y a pas de preuve que ces bêtes existent, mais toutes les histoires terrifiantes à leur sujet, transmises de génération en génération, ont parfois l'air vraies. Quelle est ta préférée? La première créature à laquelle tu penses, c'est probablement Bigfoot. Une créature immense aux traits de singe qui laisserait des traces de pas géantes qui donnent à penser aux habitants des zones nord-ouest du Pacifique qu'elle existe peut-être vraiment. Il existe d'autres légendes sur d'autres créatures. Comme la légende du monstre de Mogollon, parfois appelé le Bigfoot de l'Arizona. Cette créature mesurerait 2 mètres de haut et aurait des yeux rouges. Elle aurait été aperçue dans les environs du Mogollon Rim. On dit qu'elle est couverte de poils marron roux ou noirs, sauf son visage, son torse, ses pieds et ses mains. Elle reproduirait les bruits de la faune du coin, comme les cris des coyotes et les chants des oiseaux. On dit qu'elle explore les sites de camping dès que la nuit tombe. Elle construirait des nids avec des brindilles, des aiguilles de pin et des feuilles. Si tu es dans le coin et que quelqu'un que tu ne vois pas te jette des cailloux, ouais, c'est forcément le monstre du Mogollon. Cette créature serait omnivore. Elle se nourrit d'animaux et de plantes. On dit qu'elle préfère se déplacer la nuit à la recherche de proies innocentes dans les bois. Urayuli, une créature mythique de 3 mètres de haut qui se cacherait dans les bois du sud-ouest de l'Alaska. C'est une bête géante connue pour avoir des bras et des jambes extrêmement longs. La légende dit que ses bras dégingandés sont si grands qu'ils arriveraient aux chevilles. La créature serait recouverte d'une épaisse fourrure. La seule chose qui n'est pas couverte de poils que tu peux distinguer sur son visage sont ses yeux brillants. La légende dit que l'Urayuli utilise ses yeux lumineux pour hypnotiser ses proies. Mais nous ne sommes pas d'accord, puisque d'autres histoires affirment que l'Urayuli préfère manger du cerf et qu'il est inoffensif pour les humains. Selon certaines personnes, l'Urayuli est une sorte de Bigfoot. Wendigo. On dit que cette terrifiante créature se cache dans les forêts du nord du Canada et des États-Unis à la recherche de ses victimes. Selon la légende, Wendigo était un chasseur qui s'est perdu un jour et le froid l'aurait transformé en une bête de 4 mètres à la peau desséchée et tirée sur ses longs os pointus. Cette créature est apparue pour les premières fois dans des histoires au XXe siècle.
Les habitants du coin affirment que la bête vit encore et qu'elle erre à travers la forêt à la recherche de personnes perdues qu'elle pourrait enlever. Le monstre du lac Worth, cette créature effrayante, moitié homme, moitié chèvre, est aussi appelé le monstre de l'île. On dit que c'est une bête de 2 mètres de haut si forte qu'elle peut balancer des pneus comme si c'était des jouets en plastique. Dans le pire des cas, elle apparaît dans le noir en sautant depuis les arbres sur le capot des voitures en mouvement. C'est comme ça qu'elle a été décrite par les premières personnes qui disent l'avoir aperçue. Le lac Worth se trouve à l'ouest de Dallas et à l'est du Fort Worth. Il y a une masse de terre au milieu de ce lac mystique, appelé île de Greer. Selon la légende, c'est là que l'affreuse créature, aussi appelée Bigfoot de Fort Worth, habite. Et c'est là aussi que se rendent les curieux pour chercher des preuves de l'existence de la bête. Il se cache dans le noir avec ses yeux rouges. Il s'agit de l'homme papillon, une créature humanoïde aperçue dans les années 60 à Point Pleasant, en Virginie de l'Ouest. Une froide nuit de novembre 1966, 2 couples de jeunes disent avoir vu une grande créature grise avec des yeux rouges brillants. Elle ressemblait à un homme volant avec des ailes d'une envergure d'environ 3 mètres. Les 2 jours suivants, de plus en plus de personnes disent avoir vu la même créature. Plus tard, un biologiste de l'Université de la Virginie de l'Ouest a rapporté aux journaux que cette description correspondait à celle de la grue du Canada. Il s'agit d'un grand oiseau américain dont la taille correspond à celle d'un être humain. Son envergure est d'environ 2 mètres et il a des cercles rouges autour des yeux. Cet oiseau s'est probablement retrouvé hors de sa route de migration et a été à l'origine de ces histoires. Ou peut-être pas. Les Nightcrawlers de Fresno. Ils ne sont pas si grands que cela pour des monstres, environ 1,50 m. La partie haute de leur corps est plutôt petite. Ce sont leurs jambes qui sont longues. Ces créatures sont apparues 2 fois. La première fois, elles ont été vues à Fresno, en Californie. La deuxième fois, elles ont été aperçues au Yosemite National Park, toujours en Californie. On peut les voir les 2 fois dans des vidéos de piètre qualité. Impossible donc de donner des détails sur leur torse. Ce sont des créatures fines et blanches, sans bras. Du moins, on ne les voit pas. Elles ont des petits pieds qui ressemblent à des poteaux. Tu as déjà entendu parler du Slide Rock Bolter ? On dit qu'il se cache quelque part dans les montagnes du Colorado, plus précisément dans la montagne Tête de Lézard. C'est à peine plus au sud-ouest de Telluride. Il s'agit d'une sorte de léviathan qui vit dans la terre. Cette baleine de montagne observe attentivement son environnement avec ses yeux perçants depuis le sommet de la montagne. Elle s'accroche au sommet avec sa queue fourchue et pourvue de griffes. Lorsque quelque chose ou quelqu'un traverse son territoire, la créature lâche le sommet et se laisse glisser vers le bas de la montagne, avec sa bouche pleine de dents effilées grandes ouvertes. Elle gobe tout sur son passage. Les mineurs, les touristes et les agriculteurs. Elle glisse le long du flanc de la montagne et détruit toute la flore sur son passage. Du moins, c'est ce que dit la légende. Waouh, pour l'instant, c'est la créature qui me fait le plus peur. Altamaha. Quelque part dans le sud-est de la Géorgie, près de la bouche du fleuve Altamaha, se cache un monstre marin. C'est l'un des fleuves les plus importants de l'État. Il se jette dans l'océan Atlantique. Toute la zone environnante est composée de petites îles, canaux, digues, étangs, hectares de marécages et vieilles cultures de riz. C'est la cachette parfaite pour un monstre aquatique, non ? La légende raconte que ce cryptide aurait un corps d'esturgeon avec une crête osseuse sur le dos. Grâce à ses nageoires, cette créature nagerait comme un dauphin. Son museau ressemblerait à celui d'un crocodile. On dit qu'elle a de grandes dents pointues et des yeux globuleux. Elle serait verte ou grise avec le ventre blanc-jaune et mesurerait environ 9 mètres. Il n'y a aucune preuve concrète de l'existence de Altamaha, mais sa légende a des centaines d'années. À l'époque, on parlait d'une énorme créature ressemblant à un serpent qui sifflait et hurlait. Le monstre du Loch Ness. Nessie pour les amis. C'est à l'époque des Picts, une ancienne tribu écossaise, que la légende voit le jour. Elle se développe dans les années 1930
lorsque se termine la construction d'une route longeant le lac. En avril 1933, un couple remarque un grand animal qui ressemble à un monstre préhistorique ou à un dragon. La plupart des gens imaginent un plésiosaure, à savoir un dinosaure marin. La créature aurait traversé la route devant le couple et se serait rapidement cachée dans l'eau. Plus tard, la même année, certains chercheurs ont repéré de grandes traces de pas. Il s'agissait de traces appartenant à une créature solide d'environ 6 mètres de long avec des pieds mous. Des traces d'hippopotame ? De plus, les chercheurs ont montré que l'eau du lac n'était pas suffisamment riche pour nourrir un prédateur aussi grand. Il n'y a pas assez d'animaux. Mais la légende de cette créature mythique a survécu, et partout dans le monde, on se demande s'il n'y aurait pas effectivement quelque chose qui se cacherait au fond des eaux troubles du Loch Ness. De l'extérieur, la surface de ce lac ressemble au reste d'une catastrophe. Des troncs d'arbres vides émergent des eaux turquoises. Le lac est entouré de montagnes, ce qui en fait un endroit calme, mais inquiétant. Mais ceux qui osent nager sous ces eaux dangereuses vont bientôt découvrir un tout nouveau monde. Ce n'est pas le début d'un conte de fées. C'est l'histoire réelle du lac Khaindi, situé à Saty, au Kazakhstan. En 1911, un tremblement de terre a provoqué un important glissement de terrain à cet endroit. La vallée ainsi formée s'est remplie d'eau de pluie, submergeant pratiquement la forêt. Les arbres situés au-dessus des eaux peuvent sembler bien tristes, mais sous la surface, ils rappellent une forêt sous-marine. Comme les eaux sont cristallines la plupart du temps, tu peux toujours voir cette vue fascinante même depuis les rives. L'eau glacée du lac complique les choses et peut parfois s'avérer dangereuse. Sans oublier les algues, les plantes et les arbres immergés qui peuvent rapidement devenir des obstacles potentiellement dangereux. J'aime bien les bains chauds et fumants, mais ce lac bouillant dont je vais te parler appartient plutôt à la catégorie des rêves terrifiants. Il est situé sur l'île de la Dominique, dans les Caraïbes, et ses eaux ont une température comprise entre 82 et 92 degrés Celsius. Et ce n'est que sur le bord, car personne n'a jamais osé atteindre le milieu du lac pour mesurer sa température au centre. Il est vrai que la chaleur peut baisser de temps en temps, mais on ne sait jamais quand ces eaux peuvent recommencer à bouillir. L'endroit est également dangereux en raison des gaz qu'il dégage, comme le dioxyde de carbone. L'odeur n'est pas agréable, crois-moi, mais c'est surtout à cause du soufre présent dans l'air vaporeux. Ce lac, apparemment calme, recèle également une dangereuse surprise. Le lac Monoun est situé dans la province de l'Ouest, au Cameroun. C'est l'un des rares lacs en éruption sur toute la planète, semblable à un volcan. Et la plupart du temps, il le fait sans aucun avertissement. Sa dernière éruption remonte à 1894, date à laquelle il a causé de sérieux dégâts. Le mécanisme chimique de ces lacs fonctionne comme une canette de soda que l'on secoue avant de l'ouvrir. Des gaz dangereux se trouvent au fond des eaux, si bien que toute perturbation à la surface peut déclencher leur éruption. Le lac Natron, en Tanzanie, est peut-être beau à regarder en raison de sa couleur particulièrement rougeâtre. Mais ce n'est certainement pas un endroit où l'on a envie de se baigner. Si l'eau est extrêmement salée, elle se combine également avec des algues, qui, soit dit en passant, sont responsables de la coloration. Et ce n'est même pas ce qu'il y a de plus risqué. Le lac Natron a des niveaux de pH si élevés qu'ils deviennent corrosifs. Si tu mouilles un morceau de tissu teint dans ce lac, il sera bientôt dépourvu de sa couleur. Ces niveaux élevés d'acidité peuvent également causer de sérieux problèmes à la peau humaine. Tout n'est pas mauvais pour certaines créatures, car le lac Natron est le seul endroit où vivent plus de 2,5 millions de petits flamants roses. Ces eaux acides et saumâtres assurent leur survie. Il n'est donc pas étonnant qu'ils aiment rester dans les parages. Le risque que représente le lac Nicaragua est moins lié à la chimie qu'à ses habitants. Situé à la frontière du Costa Rica et du Nicaragua, c'est le plus grand lac d'eau douce d'Amérique centrale. À première vue, tu ne penseras pas qu'il peut être dangereux. Mais à cause des requins taureaux qui l'habitent, je te déconseille de t'y baigner. Les requins ont tendance à être des créatures imprévisibles et parfois intimidantes. De plus, ils sont prêts à tout manger si nécessaire. Les scientifiques ont d'abord cru que cette espèce de requin se trouvait uniquement dans ce lac. Mais ils ont vite découvert que des gens avaient vu les mêmes requins dans la mer des Caraïbes.
Ces créatures étonnantes traversent non seulement une distance de plus de 193 km pour arriver jusqu'ici, mais peuvent également s'adapter à l'eau douce, ce que tous les poissons ne peuvent pas faire. Le grand trou bleu du Belize peut sembler séduisant pour les plongeurs. Je veux dire qu'il est d'un bleu magnifique et qu'il est assez proche du continent, à environ 100 km. Le problème est que sous la surface de ces eaux tranquilles se trouve une série de tunnels complexes qui contiennent de nombreux types de coraux et d'autres espèces sauvages. Ce sont ces grottes qui rendent la plongée dans le grand trou bleu compliquée. De plus, les spécialistes ont découvert qu'en s'enfonçant dans les eaux, les créatures sont de moins en moins nombreuses. Pourquoi ? À cause d'une couche cachée de sulfure d'hydrogène qui s'étend sur toute la largeur du gouffre. Comme il n'y a pas d'oxygène, aucune créature ne peut survivre à cette profondeur. Le lac Lanier est le plus grand lac de l'État de Géorgie. Il accueille chaque année un grand nombre de visiteurs, environ 11 millions, soit à peu près autant que le musée du Louvre à Paris. Malgré sa popularité, de nombreux accidents se produisent sur ce lac et personne ne sait exactement pourquoi. L'une des explications pourrait se trouver sous la surface de ce lac mystérieux. On y trouve beaucoup de débris et de gravats, ainsi que des objets jetés au hasard, comme des bateaux, des chaises de jardin et même du fil de pêche. Tout cela crée une course d'obstacles sous-marine difficile. Avec en plus une faible visibilité à la surface du lac, cet endroit peut devenir dangereux à naviguer. Le Grand Prismatic Spring, situé dans le parc national de Yellowstone, qui s'étend sur les États du Wyoming, du Montana et de l'Idaho, est un autre exemple de lac où l'on a l'impression que quelqu'un a fait un montage Photoshop avec les montagnes. Il est totalement interdit de se baigner ici. Il fait 87 degrés Celsius au centre, presque proche de l'ébullition. Et l'anneau le plus extérieur atteint environ 55 degrés, d'où les couleurs. Comme le centre de l'eau est bien trop chaud pour que la vie puisse s'y développer, rien ne trouble la surface. L'absence d'organismes vivants crée ce bleu vif qui semble presque peint. Sur la petite île méditerranéenne de Chypre, il n'y a pas beaucoup de pluie pendant l'été. C'est pourquoi certains plans d'eau deviennent si secs qu'à certains endroits, ils sont recouverts d'une couche de sel cuit. C'est le cas du lac salé de Larnaca. Ne te laisse pas tromper par ce paysage sinistre. Ces terres peuvent facilement devenir un piège. En effet, il est facile de confondre une surface sèche avec une fine couche de sel qui recouvre de l'eau ou de la boue. De plus, sous la croûte se trouvent des cristaux de sel qui peuvent causer des problèmes de peau. Le trou de Samaesan est l'un des endroits les plus dangereux pour se baigner dans toute la Thaïlande. C'est parce qu'il est très profond, jusqu'à 85 mètres, et devient extrêmement sombre. À certains endroits, lorsque les plongeurs descendent, ils peuvent même atteindre des endroits où la visibilité est nulle. Il n'est pas étonnant que beaucoup de gens soient désorientés et ne parviennent plus à trouver leur chemin vers le haut. Le plus grand lac d'Afrique et le troisième plus grand lac du monde s'appelle le lac Victoria. Toutes ces eaux ne sont pas dangereuses pour l'homme, mais certaines régions peuvent rapidement poser des problèmes. Pourquoi ? En partie parce qu'il possède son propre système météorologique indépendant, et cela rend le temps vraiment peu fiable. Il peut passer de clair et ensoleillé à épouvantable en quelques secondes. Je veux dire, qui voudrait se retrouver à nager au milieu d'une tempête, n'est-ce pas ? Le lac Poustoye est situé en Sibérie. Donc je suppose que je n'ai pas besoin de te dire que ces eaux sont extrêmement froides. Mais si tu regardes le lac, il n'y a rien d'extraordinaire dans ces eaux. Est-ce complètement vrai ? Très probablement pas. Et les gens ont tendance à éviter de se baigner ici à tout prix, même s'ils peuvent résister aux eaux glaciales. Alors, qu'est-ce qui rend le lac Poustoye si mystérieux et dangereux ? Eh bien, rien ne semble vouloir vivre ici, et les scientifiques n'ont pas encore découvert pourquoi. Ils ont essayé de remplir le lac avec de nombreux types de poissons et diverses espèces de plantes pour voir s'ils pouvaient survivre dans les eaux, mais les résultats ont été décevants. Comme nous ne savons pas exactement pourquoi il est si difficile de survivre ici, ne cours pas encore chercher ton maillot de bain. Il est préférable que tu restes à l'écart. Pigé, tu n'as pas besoin de me le dire 2 fois. As-tu déjà remarqué que dans les films américains, les numéros de téléphone commencent généralement par 555 suivis de 4 chiffres ? Il y a plusieurs décennies, les numéros de téléphone étaient formés à partir de numéros correspondant aux 2 premières lettres de la zone géographique, connu sous le nom de nom d'échange. Supposons que tu voulais appeler en Pennsylvanie 9 4000. Il fallait d'abord composer le 73 puis le 9 4000. Le 7 correspondait aux lettres P, Q, R, S sur le clavier
et le 3 était utilisé pour les lettres DEF. Il était difficile de trouver un nom d'échange qui corresponde au numéro 55. Le chiffre 5 représente les lettres JKL et l'un des rares mots que l'on peut faire avec l'une de ces 3 lettres placées l'une à côté de l'autre est Klondike. Cette combinaison de chiffres n'était pas souvent utilisée et Klondike 5 était un ancien numéro de téléphone donné dans les publicités des entreprises jusqu'à ce qu'il arrive au cinéma. Finalement, les indicatifs régionaux sont apparus et les noms d'échange ont cessé d'être utilisés. Mais le 555 est toujours utilisé à Hollywood aujourd'hui. La North American Numbering Plan Administration a été chargée de distribuer les numéros de téléphone. Les numéros de 555 0100 à 555 01 99 sont réservés à Hollywood. Cela a permis de s'assurer que les fans de cinéma ne dérangeaient personne s'ils essayaient d'appeler les numéros qu'ils voyaient à l'écran. Nos téléphones sont passés du stade de briques à celui de gadgets extra fins. Pourtant, les cartes SIM ne semblent pas avoir beaucoup évolué au cours des dernières décennies. La mission d'une carte SIM est de s'assurer que la personne qui utilise un téléphone portable soit un abonné légitime. C'est la seule personne qui est connectée à une tour de téléphonie mobile via ce numéro. Les cartes SIM stockent 2 types de données, l'identité mobile internationale et la clé d'authentification. Elles permettent d'effectuer des communications secrètes entre ton téléphone et ton réseau. Lorsque le réseau reconnaît et vérifie ton téléphone, tout fonctionne bien. De nos jours, ces informations peuvent être programmées dans les appareils et certaines entreprises ont ajouté des eSIM à leur nouveau téléphone. Une carte SIM électronique peut être reprogrammée avec ton numéro, mais elle ne peut pas être retirée de ton téléphone portable. Si tu souhaites changer de téléphone, il te suffit généralement de retirer ta carte SIM et de l'insérer dans ton nouveau téléphone. Mais avec l'eSIM, passer d'une marque de téléphone à une autre peut être plus compliqué. Tu devras te munir d'un autre téléphone lors de tes déplacements à l'étranger pour éviter les frais d'itinérance. Pour que ce système se généralise, les fabricants et les opérateurs téléphoniques devront trouver une nouvelle norme, ce qui pourrait prendre un certain temps. Tu remarqueras peut-être aussi que ton téléphone n'est plus aussi rapide qu'avant. Chaque fois qu'une mise à jour est effectuée, certaines applications deviennent plus volumineuses et leurs fonctionnalités se multiplient. Pour rendre les systèmes d'exploitation plus attrayants, les mises à jour sont accompagnées de refontes et ces fonctionnalités ralentissent les vieux téléphones. Certaines personnes recommandent d'attendre environ 1 semaine après la sortie d'une mise à jour avant de l'installer au lieu de le faire immédiatement. 20% des mises à jour ont une période initiale d'instabilité. Donc il vaut mieux laisser les autres tester les nouveautés à ta place. S'il y a un problème, tu en entendras probablement parler. Tu remarqueras peut-être aussi que les demandes de mise à jour sont très fréquentes. C'est parce qu'avec le vieillissement de ton appareil, le logiciel doit être mis à jour pour que tout fonctionne bien. Mais l'une des raisons les plus importantes pour lesquelles les téléphones doivent être mis à jour en permanence est liée à la sécurité. Il arrive que tu télécharges sans le vouloir un document qui semble suspect et ton appareil rencontre quelque chose qui fonctionne avec un logiciel obsolète. Pour éviter que cela ne se produise, les entreprises essaient de protéger ton téléphone avec de nouvelles mises à jour. Mais ce n'est pas seulement pour des raisons de sécurité. Les mises à jour logicielles corrigent les bugs des versions précédentes. Elles apportent également de nouvelles fonctionnalités pour rendre ton appareil compatible avec de nouveaux programmes et équipements. Les fonctions de sécurité telles que la reconnaissance faciale et la reconnaissance tactile sont importantes pour ton téléphone. Lorsque tu essaies de le déverrouiller, que tu regardes ton appareil photo ou utilises ton empreinte digitale, ton téléphone compare les données qu'il reçoit à celles que tu y as enregistrées. Selon Apple, il y a une chance sur 50 000 que quelqu'un déverrouille ton téléphone à l'aide de son empreinte digitale. Et il y a une chance sur 1 million que quelqu'un déverrouille ton téléphone avec son visage. Certains chercheurs continuent de tester ces dispositifs de sécurité pour voir s'ils sont sûrs. Ils ont même reproduit de fausses empreintes digitales pour déverrouiller les téléphones, mais cela leur a coûté beaucoup d'argent. Lorsque la reconnaissance faciale est sortie pour la première fois, d'autres chercheurs ont essayé de compromettre cette technologie lors d'une convention. Cela leur a pris moins de 2 minutes. Ils ont pris le téléphone d'une personne qui dormait, ainsi qu'une paire de lunettes, puis ils ont collé 2 morceaux de ruban adhésif à l'endroit où les yeux auraient dû se trouver. Ils ont tourné l'écran du téléphone pour faire face à la personne et il s'est déverrouillé. Tu as sans doute entendu parler de l'explosion des batteries de téléphone. Voici pourquoi cela se produit. Les ingénieurs utilisent des batteries au lithium-ion dans les téléphones parce qu'elles sont légères et contiennent beaucoup d'énergie. Les batteries ont 2 électrodes sur des côtés opposés. L'une des électrodes est appelée la cathode et elle contient les ions chargés positivement, tandis que l'électrode qui contient les ions chargés négativement s'appelle l'anode. Lorsque ton téléphone est en charge, les ions de lithium se déplacent de la cathode à l'anode. Mais lorsque tu utilises ton téléphone, ils se déplacent dans la direction opposée. Lorsque les ions se déplacent, l'anode et la cathode ne doivent jamais se toucher. Il y a donc une feuille de plastique qui empêche les 2 électrodes d'entrer en contact. Lorsque le séparateur en plastique est défaillant, l'anode et la cathode peuvent se toucher. Et c'est alors que la batterie surchauffe, prend feu ou explose.
Cela peut arriver lorsqu'une batterie n'est pas très bien conçue. Laisser ton téléphone à proximité d'une source de chaleur peut également faire exploser la batterie. Et en laissant tomber ton téléphone, tu risques d'endommager le séparateur et de permettre à ces deux électrodes de se toucher. Mais les batteries de téléphone n'explosent pas très souvent. Les batteries amovibles étaient populaires dans les années 1990 et 2000, mais elles semblent avoir disparu aujourd'hui. Dans les vieux téléphones, ces petits blocs sont souvent de forme rectangulaire ou carrée pour qu'il soit plus facile de les insérer et de les retirer. Aujourd'hui, il en existe des formes plus inhabituelles, comme la batterie en L. Les batteries non amovibles donnent au téléphone une apparence élégante. Les fabricants ont remplacé les coques arrière en plastique par du métal et du verre. Les batteries scellées ont également rendu les téléphones plus fins et plus solides. C'est également comme ça que les téléphones résistants à l'eau sont devenus possibles. Un appareil avec moins d'ouverture empêche l'eau et d'autres particules de pénétrer à l'intérieur. Les batteries amovibles prennent plus de place à l'intérieur des téléphones car elles nécessitent une couche de protection supplémentaire pour les protéger des chocs quotidiens. Lorsque tout cet espace est devenu disponible, les concepteurs et les ingénieurs ont pu ajouter d'autres fonctionnalités. Le chargement sans fil, les haut-parleurs et les capteurs d'empreintes digitales tiennent désormais tous confortablement dans ton téléphone. À côté des batteries de forme irrégulière, des écrans avec des encoches sont apparus. Ce sont les petites zones sombres sans écran où se trouve l'appareil photo frontal et le micro. Les concepteurs ont voulu augmenter la surface des écrans des appareils sans pour autant se débarrasser d'aucune fonction. Ils ont donc placé à côté de l'encoche des icônes indiquant les informations sur la batterie, la puissance du signal téléphonique, l'heure et d'autres éléments sur le côté de l'écran. Cela a permis aux fabricants de créer des écrans plus grands et de se débarrasser des bordures. Cette astuce est également excellente pour le marketing, car il est plus facile de vendre un téléphone avec un écran plus grand. Bon, c'est un jeudi soir pluvieux et tu es bien au chaud dans ton fauteuil avec une tasse de chocolat chaud et une nouvelle vidéo sympa. Soudain, tu vois une ombre effrayante au-dessus de toi. Il y a un monstre sur le mur avec 100 pattes et des antennes sur la tête. Tu commences à composer le 112 et appeler ta mère en même temps. Mais pendant que tu es au téléphone, ton invité se déplace à la vitesse de l'éclair. 2 secondes et tu ne le vois plus. Tu prends un balai et tu te caches dans ton placard. De tes mains tremblantes, tu ouvres le navigateur et tapes « Bête effrayante dans ma maison ». Tu fais défiler les pages avant de trouver enfin la bonne. 1000 pattes de maison. Il s'avère qu'il possède 15 paires de pattes, 2 yeux bien développés et 2 longues antennes très sensibles qui lui servent à capter les odeurs et les vibrations. Il transporte du venin dans les pattes situées près de la tête et de la bouche. Et il peut tenir plus d'une proie entre ses pattes en les utilisant comme un lasso. Tout cela fait de ton invité un excellent chasseur. Globalement, toutes les pages web que tu regardes te disent de laisser la bête tranquille et de te réjouir qu'elle soit chez toi. Beaucoup de gens essaient de s'en débarrasser, mais les 1000 pattes de maison sont un moyen naturel et gratuit de lutter contre les parasites dans ta maison. Ils t'aideront à te débarrasser des insectes, des mouches, des fourmis, des mites, des araignées, des termites et même des cafards. Quant à toi, en tant qu'humain, tu ne fais tout simplement pas partie de leur menu. Ce sont des chasseurs nocturnes actifs et ils ne laissent ni toile ni quoi que ce soit d'autre nulle part. Ils ne construisent pas non plus de nid dans les maisons et ne grignotent pas tes meubles, tes vêtements, ta nourriture ou tes animaux de compagnie. Ils se déplacent sans faire de bruit et sans laisser de traces de saleté derrière eux. Les 1000 pattes de maison ne sont porteurs d'aucune maladie et dans 99% des cas, ils sortent la nuit quand on ne les voit pas. Ils bougent sans cesse à la recherche de proies. Comme ils se déplacent rapidement, il est possible que tu ne les vois pas du tout. Ils n'essaieront de mordre que si tu les attaques en premier. Et même dans ce cas, ils ne peuvent pas mordre à travers la peau. Leur morsure ressemble à une petite piqûre d'abeille, rien de trop fort. Cela ne semble pas si horrible et tu es presque prêt à sortir de ta cachette. Ah, tu cries comme une fillette, il est encore là. Vite, tu ne te sens toujours pas à l'aise de partager ta maison avec cette créature à plusieurs pattes. Tu prends un bocal et un papier, elle court à travers la pièce, elle est sous l'étagère, attends qu'elle sorte pour l'attraper. Tu éteins les lumières pour qu'elle se sente plus à l'aise. Elle ne bouge plus et c'est fait. Tu l'emmènes dehors en espérant qu'elle fera encore son travail de lutter contre les parasites. Tu décides de protéger ta maison contre d'autres hôtes indésirables. Alors les 1000 pattes de maison aiment l'humidité et adorent surtout traîner dans les salles de bain et les sous-sols. Tu descends les escaliers et rebouches toutes les fissures dans le sol et les murs. Tu vérifies l'étanchéité de tous les tuyaux de la salle de bain et de la cuisine. Parfait. Il est maintenant temps d'aller dehors et d'enlever les feuilles et les branches sèches. Les 1000 pattes adorent se cacher dessous. Tu as bien travaillé cette nuit. Tu décides de regarder la télévision.
Aïe, quel monstre! C'est une araignée Goliath, la plus grande araignée du monde. Et tout comme le mille-pattes, elle a l'air bien plus effrayante qu'elle ne l'est en réalité. Le régime du Goliath comprend des insectes, des grenouilles et des rongeurs. Elle vit dans le nord de l'Amérique du Sud. Malgré son énorme taille, elle ne peut pas blesser un humain avec son venin, pas plus qu'une piqûre d'abeille. Le prochain invité de l'émission est le requin-baleine. Ce n'est évidemment pas un insecte, c'est le plus grand requin et poisson du monde. Il est un peu plus grand qu'un bus de 2 étages et aussi lourd que 5 éléphants. Il possède 300 petites dents dans la bouche et les utilise pour manger du plancton et parfois des poissons. Le requin-baleine nage lentement et est le plus gentil de tous les requins. Il joue même avec les plongeurs. En fait, les humains sont plus dangereux pour eux qu'ils ne le sont pour les humains. Malgré son énorme taille, le mille-pattes géant africain est un gars timide qui préfère se cacher sous les rochers toute la journée. La seule chose qu'il peut attaquer, ce sont les feuilles sèches sur le sol. Ainsi, il joue son rôle pour l'environnement. Les diables cornus de l'Australie sont des lézards qui ont des piques effrayantes sur tout leur corps. Ils se déplacent dans les broussailles et les déserts à la recherche de fourmis. C'est leur unique repas et ils peuvent manger des milliers de petites fourmis par jour. Ils les attrapent avec leur langue collante, ils utilisent leurs pics pour se protéger des prédateurs et ne s'attaquent jamais à un humain. Leur super pouvoir est de changer de couleur en fonction de la température. Les Centuriosenex vivent en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Ces chauves-souris ne mangent que des fruits et la forme de leur visage et de leur peau les aide à les attraper. Elles ont de terribles manières à table et mettent complètement leur visage dans leur repas. Toutes ces rides permettent au jus de fruits de s'écouler directement dans la bouche. Oh, quelle bonne idée! Je devrais essayer cela moi aussi. Les ayés-ayés sont des lémuriens qui vivent à Madagascar. Une vieille superstition locale dit que rencontrer l'un d'entre eux porte vraiment malheur. En fait, ce sont des créatures inoffensives qui se nourrissent d'insectes et de larves. Ils tapent rapidement sur les troncs d'arbres pour trouver de la nourriture et la sortir avec leurs longs doigts du milieu. Les ayés-ayés préfèrent rester sur les arbres et se posent à peine sur le sol, de sorte qu'il est peu probable que tu en vois un de toute façon. Si jamais tu vas au Népal ou en Inde et que tu tombes sur un crocodile avec un nez long et étroit, ne panique pas, c'est un gavial. Les crocodiles sont leurs parents les plus proches, mais les gavials n'en sont pas réellement. Ils constituent une espèce unique. Leur nez bizarre est parfaitement adapté pour attraper des poissons. C'est leur nourriture préférée. Ces animaux sont des parents aimants et attentionnés et sont des créatures super timides. Ils se cachent des humains et ne les attaquent jamais. Les serpents laitiers de l'Est ressemblent énormément aux serpents corail, mais contrairement à cette créature très venimeuse, ils sont totalement inoffensifs. La nature leur a donné des anneaux de couleur vive pour tromper les potentiels prédateurs et leur faire croire que ce sont des serpents corail. Grâce à ce mimétisme, ils survivent dans différents endroits, des plaines rocheuses aux zones agricoles et aux granges. Certaines personnes possèdent même des serpents laitiers comme animaux de compagnie. Ok, mais il vaut mieux que tu vérifies bien les motifs de couleur avant. Les tortues mata-mata sont super paresseuses. Elles ne nagent même pas, mais marchent dans les ruisseaux et les marécages, où le débit d'eau est très réduit. Elles ne sortent de l'eau que pour pondre des œufs. Les mata-mata ne chassent pas, mais attendent que leur nourriture passe. Lorsqu'elles voient un poisson, elles tendent le cou et l'avalent comme un aspirateur. Elles doivent le faire parce que leurs mâchoires ne peuvent même pas mâcher. Les pauvres! La diacrisie de Virginie a aussi peur de toi que toi d'elle et essaie d'éviter le contact à tout prix. Leurs nourritures préférées sont les feuilles, bouleaux, saules, érables, noix, choux, etc. Elles mâchent les parties charnues et laissent le squelette de la feuille derrière elles. Si tu les embêtes vraiment, elles essaieront de se protéger. Mais la marque la plus grave qu'elles peuvent t'infliger est une légère irritation de la peau. Si tu les embêtes vraiment, elles se serviront d'un nunchaku. Aïe! Mais non, je plaisante. Les vautours ont un bec et des serres tranchants et une réputation de méchants. Mais en fait, ils ne blesseront jamais un être vivant. Leur préférence culinaire se porte sur les carcasses d'animaux. Miam! De cette façon, ils font du monde un endroit plus propre et plus sain, en contrôlant les cadavres, quoi. Contrairement à la plupart des oiseaux qui ont une vision à 360 degrés, les vautours ne se concentrent que sur ce qui se passe en dessous d'eux avec leur vision à 60 degrés. Les isopodes géants sont de proches parents des crevettes et des crabes qui vivent dans les profondeurs de la mer. Leur corps ressemble à celui d'un extraterrestre avec des dizaines de griffes aiguisées sur le ventre et 4 jeux de mâchoires pour chasser. Mais ils n'ont pas toujours de nourriture autour d'eux. C'est pourquoi ils ralentissent leur métabolisme pour économiser de l'énergie et vivent constamment en semi-hibernation.
Lorsqu'ils sont en danger, les isopodes géants se recroquevillent en une petite boule et se cachent pour que personne ne puisse les trouver. Le condylure étoilé a la taille d'un hamster et est la mangeuse la plus rapide du monde. Elle presse cette étoile effrayante sur le sol pour découvrir ce qu'il y a dans 10 à 12 endroits différents en 1 seconde. L'étoile contient 100 000 fibres nerveuses qui envoient des informations au cerveau de la taupe. Pas mal comme manière de compenser leur vue quasi inexistante. Cela lui sert pour chasser des insectes facilement, tout en étant parfaitement inoffensif pour l'homme. Les amblipiges, contrairement à leurs congénères scorpions, ne transportent pas de venin ou de toxines et ne peuvent pas mordre, piquer ou blesser les humains de quelque manière que ce soit. Ils ne peuvent même pas mâcher, alors ils s'assoient et attendent le passage d'un insecte qu'ils détectent avec leurs pattes. Ils font d'excellents animaux de compagnie et leurs propriétaires peuvent les poser sur leur visage sans avoir de crainte. C'est bon, tu y vas en premier, moi je vais... regarder d'ici. Dans la situation malheureuse où tu devrais fuir face à un animal dangereux, le pire des scénarios serait de ne pas le voir à temps. Jetons un coup d'œil à quelques-uns de ces prédateurs à l'esprit perçant qui sont passés maîtres dans l'art du camouflage. Tu sais quel est un des anagrammes de perçant ? Que dis-tu de serpent ? Ok, ce n'est pas exactement un anagramme, mais les serpents ont une perspicacité véritablement sidérante quand il s'agit de te mordre, avant même que tu saches qu'il y en a un à proximité. Et nous mordre, ils adorent. On estime que 4,5 millions de personnes sont mordues par ces reptiles chaque année. Malheureusement pour les humains, le serpent ayant le plus haut rendement en venin, c'est-à-dire la quantité de venin contenue dans les glandes à venin à un moment donné, est aussi un expert en discrétion. Voici la vipère du Gabon. Non, ne t'approche pas trop près. Cette espèce de serpent se trouve dans les forêts subtropicales et les savanes de l'Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone et au Togo. Elle atteint généralement une longueur d'environ 1 à 2 mètres et peut peser de 9 à 11 kilos, ce qui en fait l'une des vipères les plus grandes et les plus lourdes du monde. Et sans vouloir forcer le trait, cette espèce possède aussi les plus grands crocs de tous les serpents venimeux. Ils mesurent au moins 5 cm de long et se replient contre le palais du serpent lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Si tu n'es pas encore terrifié par cette créature, c'est peut-être le moment de te dire qu'elle a des écailles agrandies sur son nez qui ressemble à une paire de cornes, parfait pour compléter sa large tête triangulaire et ses pupilles à fente verticale. En tant qu'animal qui pratique l'embuscade, cette créature aime tirer parti de ses écailles marbrées d'un gris brunâtre. Le Bitis gabonica, de son appellation scientifique, est une chasseuse nocturne qui peut rester parfaitement immobile sous les feuilles et les plantes des sols de forêt et attendre patiemment que sa proie passe avant de frapper. Ce serpent est carnivore. Son régime alimentaire comprend principalement des rongeurs, des oiseaux, des grenouilles et des lézards. Son aptitude à la chasse est grandement due à sa capacité à se fondre dans son environnement. Cela rend même la vipère capable de tuer des animaux plus gros comme les mangoustes et les lièvres. Inutile de préciser que si tu réussis à repérer une vipère du Gabon en te promenant en Afrique de l'Ouest, il n'y a que 2 choses auxquelles tu dois penser. Premièrement, ne la caresse pas. D'ailleurs, le mieux à faire est de prendre immédiatement la fuite. Bien que plutôt lents et de nature léthargique, ces serpents ont l'une des morsures les plus rapides qui soient. Leur tête peut se déplacer entre 280 et 320 km/h pendant une attaque. Et deuxièmement, tu devrais peut-être demander à quelqu'un de marcher devant toi, juste au cas où. Heureusement, les morsures de ces créatures sont très rares, car la vipère du Gabon est beaucoup plus paisible que d'autres serpents dangereux, comme la vipère piquante ou le mamba noir. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas être prudent. Lorsque des morsures se produisent, c'est souvent lorsqu'un pied humain marche accidentellement sur la créature. Car, comme nous le savons maintenant, elles ne sont pas toujours faciles à remarquer. Pour les malchanceux qui se font mordre, la blessure est vraiment sérieuse. Le venin de la vipère du Gabon est extrêmement dangereux s'il n'est pas contré par un antidote dans les 2 à 4 heures. Bon, ce n'est pas un scoop que beaucoup de serpents utilisent l'art du camouflage à leur avantage, étant donné qu'ils sont près du sol et pas spécialement larges ni grands. Mais pourquoi ne pas nous intéresser à une créature plus grande et que tu imagines sans doute n'avoir aucun mal à repérer ? Prenons par exemple un léopard. On trouve des léopards dans de nombreuses régions du monde, comme en Afrique, dans certaines parties du Moyen-Orient, en Asie, notamment en Chine, mais aussi en Inde ou encore dans l'est de la Russie. En moyenne, ils peuvent peser entre 50 et 90 kg et mesurer jusqu'à 2 mètres, sans compter leur queue d'1 mètre. Généralement de couleur jaune sur le dessus et blanche sur le dessous, les léopards ont des taches sombres disposées en rosette sur tout leur corps.
Les différents motifs de ces taches ont confirmé l'existence de plusieurs races de léopards. Les léopards noirs sont parfaitement équipés pour traquer d'autres animaux pendant la nuit en se cachant dans l'ombre, grâce à leur pelage tout à fait sombre. Et si tu penses que le pelage tacheté des autres léopards les rend assez faciles à remarquer, ce n'est pas le cas. Dans les environnements où il y a beaucoup de taches claires et sombres de différentes tailles et nuances, il est utile d'avoir de nombreuses taches ou rayures. Il suffit de penser aux zones tachetées de soleil de la brousse africaine et à la façon dont l'animal peut les utiliser à son avantage. Et comme si cela ne suffisait pas pour se comporter de manière furtive, les léopards savent aussi très bien grimper aux arbres. En d'autres termes, ils peuvent aussi te traquer d'en haut. Quels sont les animaux qui se font piéger par les capacités de camouflage du léopard ? Eh bien, tout ce qu'il peut dominer, des petits rongeurs aux grandes antilopes. Mais les léopards chassent généralement des proies de petite et moyenne taille, comme les biches et les antilopes. Heureusement, de toutes les espèces de grands félins que tu peux rencontrer lors d'un safari en Afrique, les léopards sont considérés comme les moins susceptibles d'attaquer un humain. La plupart des cas de rencontres dangereuses entre les léopards et les humains se produisent lorsque l'animal est affaibli et incapable de chasser. Dans ce cas, tout est bon à prendre. Même si ces rencontres sont rares, cela ne veut pas dire que tu ne dois pas garder les yeux grands ouverts étant donné leur capacité à se cacher, surtout si tu te trouves sur leur territoire. Au fait, inutile d'essayer de fuir cet animal, qui peut atteindre une vitesse de 56 km/h. Il est intéressant de noter que cette vitesse est en fait plus lente que la vitesse maximale de la plupart des animaux qu'il chasse, ce qui témoigne encore une fois de la capacité du léopard à se cacher pour les surprendre. Il y a beaucoup d'environnements dans lesquels le pelage du léopard est à son avantage du point de vue du camouflage. Mais sais-tu dans quel cas il pourrait ne pas être très efficace ? Que penses-tu de l'Arctique ? Là-bas, il se peut que tu ne remarques pas une certaine paire d'yeux, de nez et de coussinets qui viennent vers toi, parce que le reste du corps de son propriétaire se fond parfaitement dans l'environnement. Le propriétaire en question est l'ours polaire. S'il peut si bien se camoufler dans son environnement, c'est parce qu'il peut se faire passer pour une congère. Mais ce qui est surprenant, c'est que le pelage de l'animal n'est même pas blanc. La fourrure de l'ours polaire est jaune et sa peau est noire. Les ours polaires utilisent leur camouflage à leur avantage, non seulement pour la chasse, mais aussi pour leur propre protection. Ce qui est assez étrange quand on sait que les ours polaires sont les plus grandes espèces d'ours et de carnivores terrestres du monde. Ils peuvent peser jusqu'à 600 kg et mesurer jusqu'à 1,50 m à quatre pattes, soit près de 3 mètres debout. Bien qu'il soit difficile à repérer à cause de sa fourrure, c'est l'art de la patience que l'ours polaire préfère utiliser pour chercher sa nourriture. Une méthode de chasse courante consiste à rester parfaitement immobile près du trou de respiration d'un phoque. Et pas seulement pendant des heures, mais pendant des jours. Parfois, cette patience ne paye pas. Et même lorsqu'un phoque remonte pour respirer, son corps glissant fait qu'en moyenne, les ours polaires n'attrapent qu'un phoque sur 5. Les ours polaires sont de très bons nageurs et peuvent aussi chasser dans l'eau. Ils peuvent atteindre une vitesse de 10 km/h en pagayant avec leurs pattes avant et en tenant leurs pattes arrière à plat comme un gouvernail. Leurs pattes sont légèrement palmées pour les aider à nager. Ils sont généralement capables de retenir leur souffle sous l'eau pendant 30 secondes. Heureusement, les interactions entre les ours polaires et les humains sont très rares. Entre 1870 et 2014, il n'y a eu que 73 rencontres dangereuses documentées entre les deux espèces. Comme pour les léopards et les vipères du Gabon, il faudrait vraiment chercher l'ours. Le problème, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il te trouve en premier si tu t'amuses à le faire. Parfois, les créatures n'utilisent même pas l'art du camouflage. Elles sont simplement si petites que tu ne peux pas les voir. C'est le cas d'une espèce de méduse connue sous le nom de Malokingi. Cette créature ne dépasse généralement pas la taille de 3 cm, soit l'équivalent d'un ongle de pouce humain. Imagine que tu te trouves sous l'océan et que tu essayes de repérer quelque chose d'aussi petit. La Malokingi a 4 tentacules entourés de tissus qui ressemblent à un halo. Tu peux trouver cette méduse principalement dans les eaux australiennes. Cette créature est surnommée Robert King, à cause d'une rencontre malheureuse avec un touriste américain du même nom, qui visitait l'Australie, s'est baigné et a succombé à sa piqûre. Tu penses peut-être que les méduses flottent sans but dans l'océan toute la journée, mais la plupart d'entre elles sont en fait des chasseuses actives, et la Malokingi ne fait pas exception. Cette créature a même des yeux équipés de lentilles, de cornées et de rétines. Ils lui permettent de voir des images réelles plutôt que de simplement faire la différence entre les zones claires et sombres. Malgré sa petite taille, la Malokingi est extrêmement venimeuse, comme l'a découvert le pauvre Monsieur King. À son contact,
Elle projette un venin dans le sang des autres animaux grâce à ses cellules urticantes en forme de fléchettes situées à l'intérieur des tentacules. Heureusement, elle ne cherche pas à interagir avec les gens. Toutefois, on estime que 150 millions de personnes se font piquer par toutes sortes de méduses chaque année. Il est donc toujours préférable d'être sur le qui-vive quand tu es sous l'eau. C'est l'heure du grand nettoyage de printemps. Tu te munis d'un chiffon et d'un balai pour te débarrasser de toutes ces toiles d'araignée sur tes fenêtres. Elles n'ont aucune chance cette fois-ci. En enlevant une toile d'araignée après l'autre, tu remarques soudain de la boue aux formes étranges coincée sous le toit et le porche. Qu'est-ce que c'est ? Tu t'en rends compte tout à coup, il doit s'agir de nids de guêpes maçonnes. Avec tant de nids côte à côte, il doit y avoir un essaim. Heureusement, les guêpes maçonnes sont des insectes solitaires. Ouf ! Toutes ces petites huttes de boue sont remplies d'araignées paralysées. Parfois jusqu'à 500 araignées peuvent être piégées dans ces casiers, attendant juste que les jeunes guêpes éclosent. Si le nid a des trous, cela peut indiquer qu'il est vieux ou abandonné, car les guêpes maçonnes percent des trous pour quitter leur nid. Si tu veux les enlever, il est préférable d'attendre la nuit quand elles ne sont pas aussi actives. Bien qu'elles soient assez placides, si elles se sentent menacées, elles n'hésiteront pas à piquer. On dirait qu'un insecte a été conçu à moitié, puis que son créateur s'est interrompu. Le grillon taupe semble vraiment venir d'un autre monde. Avec des griffes de taupe, un corps de grillon et une tête de crevette, cette créature est un peu l'ornithorynque du monde des insectes. Il n'est pas venimeux et ne mord que si tu le prends au piège dans ta main. Et si tu l'ennuies vraiment, il a un autre atout dans sa manche, ses ailes. Elles peuvent cracher un liquide brun qui sent mauvais, tout comme la moufette. Alors laisse-les juste quitter ta maison et il n'y aura rien à nettoyer. Les bassins rocheux sont pleins de toutes sortes de plantes et d'animaux. Des créatures marines comme les étoiles de mer, les herbes marines, les bernards l'ermite, les petits poissons et toutes sortes de pieuvres. Si tu croises cette petite pieuvre à anneau bleu, il vaut mieux la laisser tranquille. Elle clignote en bleu néon pour une bonne raison. Cette pieuvre miniature a une morsure venimeuse 1000 fois plus forte que le cyanure et sans antidote disponible. N'essaie pas de la chatouiller avec un bâton ou d'en ramasser une, ça ne vaut pas le voyage à l'hôpital ou à la morgue. Les serpents terrestres ont beau être effrayants, les serpents marins sont d'un tout autre niveau. Dans les océans Indien et Pacifique, on compte environ 50 espèces différentes de serpents de mer et ils sont aussi beaux que dangereux. Heureusement, ils ne semblent pas trop se soucier de nous. Le serpent de mer de Dubois est sans doute le plus venimeux de l'océan, talonné pour ainsi dire par le serpent de mer à bec. Leur venin ferait presque oublier la morsure d'un cobra. Le venin de ces deux serpents est extrêmement dangereux. Heureusement pour nous, il peut mettre des heures à provoquer des symptômes chez l'homme, et il faudrait qu'il transperce ta combinaison de plongée. Si cette mouche se pose sur ton bras à l'extérieur, tu pourrais crier un peu, on ne t'en voudrait pas. La mouche scorpion, comme son nom l'indique, a une queue incurvée qui ressemble à un dard de scorpion. Mais tu peux souffler, elle ne lui sert que pour l'accouplement. Elle a aussi une longue tête en forme de bec qui lui sert à se nourrir après avoir volé des insectes dans les toiles d'araignée. Pour trouver le partenaire idéal, elle adore faire des cadeaux sous forme de salive, comme c'est romantique. Si tu te trouves en Afrique, il se peut que tu passes à côté de ce grand oiseau si tu ne fais pas attention. Le bec en sabot s'immobilisera quand tu passeras devant lui. Pouvant mesurer jusqu'à 1,50 m et avoir une envergure de 2,50 m, le bec en sabot ressemble à un prédateur, bien qu'il soit tout sauf ça. Connu comme l'un des oiseaux les plus lents du monde, presque une statue, le bec en sabot ne fait que manger les poissons près de la surface de l'eau, sans se soucier du monde. Cet oiseau n'a pas du tout peur des humains. Bien qu'il ne soit pas très bavard, il te laissera l'approcher suffisamment pour prendre quelques photos. Si tu entends un petit grincement pendant que tu es dans le jardin, cela pourrait être une souris, un écureuil ou un scarabée rhinocéros qui te fait savoir que tu es trop proche. Ils adorent faire du bruit quand on les dérange. Avec leurs cornes géantes et effrayantes sur la tête, ils peuvent sembler capables de se défendre, mais ce n'est pas le cas. Elle leur sert seulement à déplacer les feuilles et les bâtons de leur chemin et pour empêcher les autres mâles de venir dans les parages de la femelle. Non seulement ils ont une corne sur la tête, mais ils ont aussi une force herculéenne. Ils sont capables de soulever 850 fois leur propre poids. C'est comme si tu pouvais soulever 65 tonnes ou 11 éléphants. Vivant principalement en Chine, le petit cerf huppé est adorable avec sa touffe de poils.
En tout cas, jusqu'à ce qu'il se retourne et se révèle être un cerf vampire. Heureusement, cet animal ne souhaite pas goûter ton sang, ni porter de cape. Seuls les mâles font pousser ces attributs plutôt que des bois pendant la saison des amours, afin de se disputer des territoires et des femelles. Ces crocs ressemblent plus à des défenses d'éléphants qu'à des dents acérées. Non seulement ils ont des crocs, mais ils sont aussi connus pour aboyer comme des chiens et fuir comme des chats quand ils ont peur. La marée rouge est une prolifération d'algues toxiques qui s'élèvent du fond de la mer après des tempêtes particulièrement violentes. Cette algue ressemble beaucoup à du ketchup ou à de la rouille renversée dans l'eau, mais c'est bien pire pour la vie autour d'elle. Les poissons et les organismes marins tenteront de s'échapper une fois exposés aux algues toxiques présentes dans leur eau. Ce n'est pas particulièrement nocif pour les humains qui y sont exposés, mais si tu manges des fruits de mer contaminés par ces toxines, les choses peuvent devenir un peu plus graves. Donc si la mer est rouge, reste hors de l'eau. Certaines araignées aiment arborer des couleurs vives pour montrer qu'elles sont dangereuses, mais pas l'Atrax robustus australienne. Cette araignée noire brillante n'a pas besoin d'artifice pour prouver qu'elle est balèze. Elle peut être très dangereuse si elle décide de te mordre. Elle peut arrêter ton système nerveux en seulement 30 minutes. Tissant leur toile dans n'importe quel abri, comme de vieux rondins, des chaussures ou même des nains de jardin, les Atrax robustus aiment vivre près de notre habitat pour se nourrir facilement. Quand elles en ont assez d'un endroit, elles laissent leur toile derrière elles et partent à la recherche d'un nouvel endroit. Certains disent que les ratels sont intrépides, et en un sens, ils ont peut-être raison. Quand tu es assez courageux pour piquer de la nourriture à un jaguar, un lion ou une hyène, qu'est-ce que tu as à craindre ? Ces cousins de la belette ne sont pas seulement féroces, ils sont super intelligents. Ils sont même connus pour utiliser des outils afin de s'échapper des enclos. Les trucs comme les râteaux, les pierres et la boue deviennent des objets à escalader pour regagner leur liberté. En plus de leur ressemblance physique avec la moufette, les ratels possèdent une glande dangereuse près de leur queue qui contient une puissante machine à puer. Ils sont donc courageux, puants, ont une peau extrêmement élastique et résistante, et pour couronner le tout, ils jouissent d'une forte immunité contre les scorpions et les serpents. La meilleure chose à faire si tu tombes sur un ratel, c'est de le laisser tranquille. As-tu déjà entendu parler du champignon Idnel de Peck ? Non ? Et son autre nom, le champignon aux dents qui saignent. Ce champignon n'est pas toxique, mais il a un goût si amer que tu devrais y réfléchir à 2 fois avant d'en goûter un. Quand il est jeune et en pleine croissance, ce champignon blanc semble avoir de la gelée rouge qui sort de ses pores. Ce liquide collant est de la sève poussée vers le haut parce qu'elle a absorbé trop d'eau. Le champignon adulte est plutôt fade comparé à cela. Sous le chapeau du champignon, où ses spores sont produites, il y a une structure en forme de dent, comme s'il n'était pas déjà assez bizarre. Les diables de Tasmanie ont la réputation d'avoir très mauvais caractère lorsqu'ils se sentent menacés par un prédateur, lorsqu'ils se battent avec d'autres mâles ou lorsqu'ils cherchent une place à table pour le dîner. On les surnomme diables à cause de leurs dents et de l'un des cris les plus effrayants qui soient au milieu de la nuit. Ils mangent à peu près tout ce qu'ils peuvent trouver. Ils n'ont pas l'habitude d'aller vers les gens, bien qu'ils sachent se défendre s'ils sont menacés. Et vu comme leur morsure est puissante, heureusement que les diables de Tasmanie préfèrent s'échapper. Il est temps de te dégourdir les jambes et de faire une promenade dans le parc. Le soleil brille et tu profites de ce beau temps et de la vie en général. C'est là que tu aperçois un nuage vertical qui grandit rapidement. D'un blanc éclatant au début, il s'approche à une vitesse alarmante, se densifiant et prenant une couleur d'encre. Le ciel s'assombrit et une rafale de vent fait s'envoler ton chapeau. Et puis tes cheveux commencent à se dresser sur ta tête. C'est le moment de courir pour sauver ta vie. Tu es sur le point d'être frappé par la foudre. En ce moment même, des charges positives s'élèvent dans ton corps. Elles se dirigent vers la partie de l'orage chargée négativement. Si tu ne réagis pas rapidement, ces charges opposées se rencontreront et cela se terminera mal pour toi. Si tu ne peux te cacher nulle part, accroupis-toi et essaie de te rendre plus petit que les objets qui t'entourent. Ne t'allonge pas à plat sur le sol. Il peut être humide et donc très conducteur. Il y a aussi d'autres signes qui signalent un danger pendant un orage. Tes paumes peuvent commencer à transpirer. Tu peux entendre des crépitements, des bourdonnements ou des vibrations bizarres provenant d'objets métalliques à proximité. Ta peau peut commencer à picoter. Tu peux sentir un étrange goût métallique dans ta bouche. Si tu n'es pas juste en train de mâcher du papier d'aluminium à ce moment-là, fais attention. De plus, tu es susceptible de sentir une odeur de chlore. C'est l'ozone.
Les charges électriques divisent les molécules d'azote et d'oxygène, qui sont les principaux gaz formant l'atmosphère, en atomes séparés. Lorsque ces atomes se réunissent à nouveau, certains d'entre eux produisent des molécules composées de 3 atomes d'oxygène. C'est l'ozone. Tu peux la sentir pendant un orage parce que les courants descendants la font descendre des hautes altitudes jusqu'au niveau de ton nez. Tu peux savoir à quel point un orage est proche en mesurant le temps entre le moment où tu as vu un éclair et celui où tu entends le tonnerre. 3 secondes représentent environ 1 kilomètre. Le ciel au-dessus de ta tête s'assombrit et prend une teinte verte inquiétante. Quelque chose te frappe sur la joue. Aïe! Ça fait mal! Tu ramasses l'objet en question, c'est un énorme grêlon. Mais il ne fait pas si froid dehors et il ne pleut même pas. Tu remarques que tout est calme, tranquille, il n'y a pas le moindre brin de vent. Cela te fait penser au calme avant la tempête. Et en effet, tu entends bientôt du bruit. Il s'approche rapidement et se transforme en un grand rugissement, comme si un train de marchandises se dirigeait droit vers toi. Seulement, ce n'est pas un train, c'est une tornade et tu n'as presque pas le temps de t'échapper. L'entonnoir n'est pas visible derrière un nuage de débris, mais impossible de confondre cette colonne d'air en rotation avec quoi que ce soit d'autre. Si la tornade te surprend sur la route, éloigne-toi le plus possible de ta voiture. Cela évitera que le véhicule ne soit projeté vers toi. Trouve un fossé, allonge-toi dedans et couvre-toi la tête. Si tu es à l'intérieur, éloigne-toi des fenêtres et réfugie-toi sous terre si possible. Maintenant, tu es au bord de la mer. Tu te promènes sur le rivage et tu profites d'une légère brise. Soudain, le sol se met à trembler sous tes pieds. Ce doit être un tremblement de terre. La prochaine bizarrerie que tu remarques est l'eau qui se retire sur la plage à une vitesse folle. Elle dévoile derrière elle le fond de l'océan, les récifs et même les poissons. C'est alors que tu entends un grondement lointain. C'est un tsunami et tu n'as que quelques minutes pour sauver ta vie. Dirige-toi immédiatement vers un point élevé. Une vague géante se dirige déjà vers le rivage. Ce n'est pas la seule façon dont un tsunami peut s'abattre sur toi. Il ne vient pas nécessairement s'écraser contre le rivage comme une série de vagues énormes. Un tsunami peut ressembler à une marée montante très rapide. Il va généralement de pair avec de fortes turbulences sous-marines. Il entraîne les gens sous la surface de l'eau et projette des objets lourds dans toutes les directions. Tu peux aussi remarquer que l'eau de mer bouillonne, tourbillonne et crée des motifs bizarres. C'est un autre signe certain qu'un tsunami arrive. Ton chien est agité. Il gratte la porte d'entrée, arpente l'appartement et essaie de se cacher dans un recoin. Habituellement calme et docile, le toutou hurle et aboie à présent. La météo est complètement détraquée depuis plusieurs jours. Il fait anormalement chaud un jour et froid le lendemain. De plus, tu as remarqué que le ruisseau près de ta maison s'agite de plus en plus, bouillonnant à mesure qu'il passe. Ce n'est que lorsque les verres commencent à teinter dans ton armoire que tu réalises ce que cela signifie. Le cliquetis est produit par les secousses préliminaires, de minuscules tremblements de terre menant à l'événement principal. Les tremblements de terre se produisent souvent en série. S'il y a plusieurs tremblements de terre faibles, il est possible qu'un tremblement de terre beaucoup plus important se prépare. Un peu avant la catastrophe, tu pourrais remarquer des lumières bleues bizarres. Certaines d'entre elles semblent venir du sol, d'autres semblent flotter dans les airs, immobiles. Il s'agit de ce qu'on appelle les lumières sismiques. Émises par les roches soumises à de fortes contraintes, elles peuvent être vues des jours ou des secondes avant que le sol ne commence à trembler. Toutefois, certains experts doutent de l'existence de ces lumières sismiques. Si tu penses qu'un tremblement de terre est sur le point de se produire et qu'il y a un poisson-chat dans ton aquarium, fais attention à son comportement. Les scientifiques ont prouvé que cette espèce peut réagir au tremblement de terre en avance. Les poissons deviennent agités lorsque l'activité sismique est élevée. De même, certains insectes peuvent sentir venir une tempête. Ils se préparent à la catastrophe naturelle en arrêtant tout mouvement. C'est pourquoi si tu remarques que beaucoup d'insectes autour de toi ont l'air apathiques, cherche vite un abri. Quant aux abeilles, elles peuvent prédire les fortes pluies. Elles commencent à travailler beaucoup plus dur la veille du jour où il commence à pleuvoir. Les vagues carrées se produisent lorsque deux configurations de houle différentes se percutent. Ce phénomène a l'air génial, mais seulement si tu le regardes depuis le rivage. Ne pense même pas à te mettre à l'eau pour jouer dans de telles vagues. Les courants transversaux peuvent facilement t'entraîner sous la surface, même si tu es un bon nageur. Et si tu vois des vagues agitées transportant des débris et des algues, reste aussi hors de l'eau. Cela peut être le signe d'un fort courant de retour. Il pourrait t'emporter loin au large. Si tu vois une substance verte et malodorante à la surface d'un lac ou d'une mer, ne t'approche pas de l'eau. Il peut s'agir d'une prolifération d'algues dangereuses. Tu ne seras pas capable de dire si elles sont toxiques ou non au premier regard. C'est pourquoi il vaut mieux ne pas s'en approcher. 3 à 4 jours avant l'arrivée d'un ouragan, la surface de la mer ou de l'océan peut gonfler jusqu'à 2 mètres de haut. Les vagues frappent le rivage toutes les 9 secondes.
Plus l'ouragan est proche, plus les vagues s'écrasent rapidement contre le rivage. Elles sont aussi plus hautes, parfois jusqu'à 5 mètres. Le ciel est parsemé de nuages légers et duveteux. Environ 36 heures avant que l'ouragan n'atteigne le rivage, la pression atmosphérique commence à baisser. Après cela, le vent accélère. Des nuages étirés, ressemblant à des cheveux, apparaissent dans le ciel. 18 heures avant que l'ouragan n'atteigne le rivage, le ciel s'ouvre et il commence à pleuvoir. L'eau de pluie inonde souvent les zones de basse altitude, atteignant jusqu'à 4,5 mètres. 12 heures avant l'ouragan, un puissant coup de vent commence à apporter des débris. 6 heures avant que l'ouragan ne touche terre, la vitesse du vent est déjà de 145 km/h. Il est assez fort pour briser et même déraciner des arbres, projeter de gros débris et retourner des voitures. Au fait, mettons que tu sois en train de naviguer et qu'il y ait des requins qui tournent autour de ton bateau. Garde un œil sur eux. Si les prédateurs te laissent soudainement tranquille et se dirigent vers les eaux profondes, cela peut signifier qu'un ouragan se rapproche. Retourne sur la terre ferme aussi vite que possible et préviens tes proches. Si pendant une période de forte pluie tu entends un bruit de grondement, il peut s'agir d'une crue soudaine qui se déplace dans ta direction. Si tu es près d'une rivière à ce moment-là, tu pourrais voir des débris descendre avec le courant. L'eau peut changer de couleur et devenir plus boueuse et plus sombre. Ces signes devraient te mettre en garde contre les dangers qui te guettent. Si ton intuition est bonne, tu n'as pas de temps à perdre. Essaie de t'éloigner de cet endroit aussi vite que tu le peux. Les crues éclairs sont souvent mortelles. Si tu es dans la nature, fais attention à l'eau des ruisseaux, des rivières et des fleuves. Si elle baisse ou monte rapidement, cela peut être le signe qu'un glissement de terrain est sur le point de se produire. Et si tu vois l'eau devenir boueuse, n'attends pas d'autres signes. Quitte la zone immédiatement. Un coucher de soleil violet. Tu as dû en voir au moins un au cours de ta vie. Normalement, ça n'a rien d'inquiétant et c'est lié à la façon dont la lumière se propage. La lumière produite par le soleil est blanche. Lorsqu'elle traverse un prisme, on observe des ondes lumineuses de différentes couleurs, du rouge à l'orange, en passant par le bleu, le vert et l'indigo. La lumière se déplace normalement en ligne droite, s'il n'y a pas d'obstacle. Les ondes lumineuses les plus courtes, notamment les bleues et les violettes, sont plus facilement dispersées lorsqu'elles rencontrent ces obstacles, comme les molécules et les aérosols présents dans l'atmosphère. Comme le soleil est bas sur l'horizon au coucher et au lever du soleil, sa lumière doit traverser davantage de molécules, qui dispersent la lumière violette et bleue. Les couleurs que tes yeux perçoivent alors sont le jaune, l'orange et le rouge. Mais dans de bonnes conditions, tu peux voir un magnifique ciel violet. Parfois, un ciel violet apparaît pour des raisons beaucoup plus néfastes. Il peut être causé par des ouragans, des feux de forêt ou des tempêtes de poussière. La concentration de vapeur dans l'air augmente et la lumière se disperse plus que d'habitude. La poussière, le coucher du soleil et des nuages bas contribuent également à ce spectacle naturel. Le ciel devient orange et rouge au crépuscule s'il y a encore assez de lumière. Ensuite, il émet des teintes roses qui se mêlent au bleu foncé du ciel. Tu te souviens de ce qui se passe quand on mélange du rose et du bleu? On obtient du violet. Tous les ouragans ne font pas virer le ciel au violet, et essayer de prévoir si cela va se produire revient à essayer de prédire un arc-en-ciel. Pourtant, des gens ont rapporté que plusieurs ouragans majeurs avaient empourpré le ciel. Un ciel vert peut sembler tout aussi spectaculaire que le violet, mais il est lui aussi synonyme de danger. Il indique généralement qu'un orage, une tempête de grêle ou une tornade se trouve à proximité. Cette couleur unique résulte du mélange des rayons jaunes du soleil et de la lumière bleue des nuages d'orage. Tu profites d'une belle journée en bord de mer avec une brise fraîche dans les cheveux lorsque soudain tu remarques que l'eau commence à se retirer de la plage à toute vitesse. C'est le signe avant-coureur que tu dois t'enfuir le plus vite et le plus loin possible de la plage, car cela signifie très probablement qu'un tsunami est en approche. Une réaction rapide maximise tes chances de survie. Si tu remarques que le niveau de la mer monte, mais sans que cela semble trop extrême, c'est peut-être un autre signe de l'approche d'un tsunami. Cela se produit dans 40% des cas, et cette crue n'est que la première vague de ce raz-de-marée. La suivante, beaucoup plus conséquente et dangereuse, suit généralement dans les 10 minutes. Une autre caractéristique des tsunamis est qu'ils sont accompagnés d'un puissant grondement. Les gens l'ont comparé au tonnerre, au bruit d'une locomotive, d'un hélicoptère ou tout simplement à une puissante déflagration. Tu vois un chenal d'eau agité sur la plage? Il est dans ton intérêt de ne pas t'approcher de l'eau. Il peut y avoir un courant d'arrachement sous la surface qui peut s'avérer extrêmement dangereux. Parfois, les vagues frappent le rivage d'une manière inhabituelle, ce qui forme des courants d'arrachement.
Tu peux alors observer une rupture étrange dans les vagues ou une zone dont la couleur est différente de celle du reste de l'eau. Des bouts d'algues qui partent dans tous les sens sont un autre signe caractéristique de ces courants de retour. Si tu te trouves pris dans un tel phénomène, essaie de continuer à flotter, mais ne cherche pas à aller à contre-courant. Tu ne ferais que gaspiller une énergie précieuse. Appelle à l'aide et essaie de flotter le long du rivage. Une fois que tu es sorti du courant, nage en diagonale en direction de la plage. La prochaine fois que tu apercevras des nuages de forme conique dans le ciel, rappelle-toi que c'est le bon moment pour commencer à chercher un abri. S'ils se présentent ainsi, c'est qu'un orage violent est en chemin. Mais si un nuage de cette forme commence à tournoyer sur lui-même, cela signifie qu'il est sur le point de se transformer en tornade. Si des abeilles se trouvent à proximité, elles peuvent t'alerter d'un tel cataclysme. Ces petites bêtes travailleuses deviennent plus actives que d'habitude lorsqu'elles sentent qu'une tempête est en approche. Elles accélèrent pour récolter plus de nectar avant que l'orage n'arrive. Et une fois qu'elles ont terminé, elles reviennent toujours à la ruche 10 à 15 minutes avant une forte pluie. Et ce, même s'il n'y a pas de signes évidents de son arrivée. Leur secret ? Des poils supersensibles sur leur dos qui peuvent capter les accumulations électrostatiques des nuages orageux. Depuis des siècles et des siècles, les gens ont remarqué que les animaux se comportaient bizarrement quelques jours avant un grand tremblement de terre. Les chiens n'arrêtent pas d'aboyer, les vaches cessent de produire du lait, et les crapauds, les rats et les serpents désertent leur habitat. Il semble que les bêtes puissent ressentir les premières ondes de choc plus faibles que les humains ne remarquent même pas. Les scientifiques ont tenté de trouver une explication logique à ce phénomène et ont conduit d'innombrables expériences. Jusqu'à présent, ils ne sont pas encore parvenus à expliquer totalement ce mystère. Peux-tu sentir l'ozone dans l'air ? Lorsqu'un orage se prépare, c'est l'odeur la plus distincte que l'on puisse percevoir. C'est la charge électrique de la foudre qui la libère en altitude. L'autre odeur de la pluie, plus agréable, est le pétrichor. L'eau de pluie exalte les molécules des plantes, des arbres, du béton et de l'asphalte. Leur arôme se répand partout et tu peux même sentir cette odeur dans ta bouche. Tous les ions positifs présents dans l'air et libérés par un éclair se mélangent à l'ozone et à ta salive. C'est ainsi que tu obtiens ce goût métallique. Lorsque la foudre est sur le point de frapper, tu peux entendre des craquements, des bourdonnements ou des vibrations bizarres provenant des objets métalliques situés à proximité. Tes mains peuvent commencer à transpirer. Et enfin, tu peux sentir tes cheveux se dresser sur ta tête. C'est un signal très clair qu'il est temps de réagir et cela consiste à fuir pour sauver ta vie. Des charges positives traversent alors ton corps, essayant d'atteindre la partie chargée négativement de l'orage. Et crois-moi, tu ne veux vraiment pas que ces charges se rencontrent. Si tu ne vois aucun abri que tu puisses atteindre rapidement, essaie de te rendre plus petit que les objets qui t'entourent. Abaisse ton parapluie et tiens-toi à l'écart des clôtures en fil de fer, des tuyaux, des rails et de tout autre objet métallique. Ne t'allonge pas sur le sol en revanche, il est probablement mouillé, ce qui signifie qu'il est un excellent conducteur d'électricité. Si tu remarques soudainement des crevasses dans l'asphalte à côté de ta maison, il pourrait s'agir d'un signe avant-coureur d'un affaissement de terrain. Inspecte ta maison de l'intérieur. La porte commence-t-elle à se coincer ? Ou peut-être y a-t-il un espace qui se crée entre les murs et le plafond ? Des placards et des tiroirs de cuisine inégaux, des sols inclinés, des escaliers qui commencent à pencher, des infiltrations après chaque pluie et des moulures qui se déplacent sont autant de signes qu'une doline est sur le point de s'ouvrir. Pour savoir s'il s'agit bien d'un affaissement et quel est son degré de dangerosité, il faut faire appel à un bureau d'études en ingénierie géotechnique. Si tu tombes sur une doline préexistante, tu dois rester à l'écart de la zone. Installe une clôture ou une corde afin de la rendre moins dangereuse pour les passants. Enfin, tu auras besoin de l'aide d'un professionnel pour la combler. Certains volcans hurlent lorsqu'ils sont sur le point d'entrer en éruption. Les petites secousses qui se produisent souvent au préalable génèrent un bourdonnement. Il est généralement inaudible à l'oreille humaine, mais il atteint parfois une fréquence qui permet d'entendre cet étrange grondement provenant du sol. Ce bruit est connu sous le nom de trémor harmonique. Dans le cas de certains volcans, il s'agit du bruit des bulles de magma qui vibrent lorsqu'elles traversent les fissures de la croûte terrestre, mais ce n'est pas toujours le cas. Si les scientifiques parvenaient à comprendre la cause exacte de ces hurlements volcaniques, ils pourraient créer un système limité d'alerte préalable aux éruptions. Si tu te trouves dans la nature, prête attention à l'eau des ruisseaux, des rivières et des fleuves. Si leur niveau baisse rapidement alors qu'il est en train de pleuvoir, c'est peut-être le signe d'un glissement de terrain imminent.
Et si tu entends un léger grondement ou des bruits inhabituels comme des rochers qui s'entrechoquent, cela peut signifier que des débris sont déjà en route vers toi. C'est évidemment le signe qu'il faut se mettre à l'abri immédiatement. Ces déserts arides qui s'étendent à perte de vue semblent sans vie de prime abord. Mais parmi ces sables, il est aussi possible de rencontrer des créatures dangereuses et parfois effrayantes. Certaines d'entre elles ne peuvent présenter qu'un léger risque pour notre santé, mais d'autres resteront à jamais gravées dans ta mémoire. Faisons leur connaissance, en commençant par les plus modérément dangereuses et en terminant par les véritables cauchemars. Tu marches dans le désert et tu vois un gros ours en peluche, les bras grands ouverts. Tu en déduis qu'il s'agit probablement d'un mirage, mais tu t'approches tout de même. Tu avais vu juste, ce n'est pas une peluche mais un cactus géant. Et il y a quelque chose d'étrange à son sujet. Grâce à son étrange pilosité, ses branches semblent s'apparenter aux bras d'un ours en peluche. Il ne s'agit cependant pas de fourrure, mais de milliers de fines aiguilles. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut surtout pas s'en approcher. Ce cactus se nomme Cylindropuntia bigelovi, ou Cholla urson. Il pousse dans les zones désertiques de l'Arizona et dans le nord du Mexique. Ne t'inquiète pas, ce cactus ne t'attaquera pas pour autant, mais il s'accrochera à ta peau ou à tes vêtements si tu as le malheur de le toucher. Ce manteau de fourrure protège le cactus des animaux, crée de l'ombre et le protège de la chaleur. Les branches latérales sont les parties les plus importantes de la plante, car elles réalisent la photosynthèse et accumulent une grande quantité d'humidité à l'intérieur. Ainsi, malgré tous les dangers qu'il présente, ce cactus peut s'avérer utile pour les gens qui se déplacent dans le désert. Et le danger ici, ce sont les aiguilles. Si tu les regardes de plus près, tu remarqueras leur aspect barbelé. Il suffit de les toucher pour que des centaines d'épines s'enfoncent dans ton doigt. Il est difficile de s'en débarrasser, et les épines provoquent des sensations douloureuses extrêmement désagréables. Mais ce qui est le plus intéressant avec ce cactus, c'est la façon dont il se reproduit. La plante se clone d'elle-même dans un nouvel endroit. Lorsque les animaux et les hommes passent devant ce cactus et le touchent, ce dernier leur cède un petit morceau de lui-même avec ses épines. Dès que ce morceau tombe au sol, il prend racine et commence à pousser. On augmente le degré de dangerosité. Le prochain monstre du désert court vers nous. Et c'est une autruche. Beaucoup pensent que ces animaux sont des poltrons, tout juste bons à s'enfouir la tête dans le sable. Tu changerais probablement d'avis si tu avais la malchance d'en croiser une. En général, les autruches ne sont pas agressives, mais tu devras prendre tes jambes à ton cou si jamais tu t'approches de leur nid. En revanche, tu as peu de chances de leur échapper, car les autruches ont une vitesse de pointe de 70 km/h. Tu auras besoin d'une voiture pour les distancer, car elles sprintent et frappent leur ennemi de leur poitrine. Il est même arrivé que des autruches attaquent des camionnettes et leur causent d'importants dégâts. Mais le principal danger que représentent ces volatiles réside dans leurs puissantes pattes munies de griffes acérées. Avec celles-ci, ils peuvent porter des coups puissants et même s'acharner sur un adversaire au sol. Alors oui, si tu aperçois une autruche au loin, passe ton chemin. Ce petit lézard tacheté passe presque tout son temps sous terre, dans les déserts arides du sud-ouest des États-Unis et du nord-ouest du Mexique. Parfois, il sort pour chercher son repas. Il a l'air trognon comme ça, mais à vrai dire, il s'agit du très dangereux monstre de Gila. Sa peau épaisse le protège des faucons, des coyotes et d'autres prédateurs. Mais son atout principal, c'est son venin. Les serpents et les araignées injectent leurs toxines à l'aide de longs crocs acérés. Mais le monstre de Gila, lui, s'accroche à sa proie et la mâche pour répandre son venin. Et lorsqu'il mord une personne, il est capable de garder ses mâchoires fermées pendant très longtemps. Il est difficile de se débarrasser de l'animal. Les personnes qui ont ressenti les effets de son venin disent avoir eu l'impression que de la lave en fusion leur passait dans les veines. Malgré cela, le lézard s'est avéré utile à la science. Des médecins ont exploité son venin afin de concevoir des médicaments contre le diabète et l'obésité. Le moment est venu. Prépare-toi à rencontrer l'une des créatures les plus effrayantes du désert. Ne fais aucun bruit et profite juste du silence. Ne bouge pas, il n'y a personne aux alentours. Soudain, tu entends un sifflement venant d'en bas. Tu baisses la tête et tu la vois. Une grosse araignée jaune de la taille de la paume de ta main, aux puissantes mandibules et aux longues pattes, se tapit dans l'ombre de ton corps. Horrifié, tu fuis ce monstre. Mais il te poursuit. Ce n'est pas facile à faire dans une telle situation, mais tâche de te calmer.
La créature ne s'intéresse pas à toi. Elle ne veut que ton ombre pour s'abriter du soleil brûlant. En tout état de cause, il vaut mieux ne pas la toucher. Les puissantes mâchoires de l'araignée solifuge peuvent provoquer des sensations très désagréables. C'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, cette créature n'est pas exactement une araignée. Certes, elle appartient à la classe des arachnides, mais il s'agit d'une espèce distincte, les Solpugidae. Il aime mordre. Elle n'est pas craintive, et même assez agressive. La solifuge se nourrit d'insectes, de lézards, de rongeurs et de petits oiseaux. Elle peut également se déplacer à une vitesse de 16 km/h. Compte tenu de sa petite taille, c'est très rapide. Il faut être un athlète professionnel pour parvenir à lui échapper. Le plus souvent, on trouve ces solifuges dans les déserts du Moyen-Orient. Mais elles vivent également au Mexique et dans le sud-ouest des États-Unis. Ces araignées sont nocturnes et essaient d'éviter le soleil pendant la journée, de sorte qu'elles seront toujours en quête de ton ombre. D'ailleurs, elles doivent leur nom au fait qu'elles fuient l'astre solaire en toutes circonstances. Tu n'auras aucune chance de leur échapper pendant la journée, mais elles voudront également s'en prendre à toi pendant la nuit, surtout si tu fais un feu. Les Solpugidae courent toujours vers la lumière dans l'espoir d'attraper quelque chose. Certaines espèces de ces araignées émettent même un sifflement pour effrayer leurs ennemis. Calmons-nous un instant et quittons ce désert brûlant. Nous entrons dans les tropiques humides de la Tanzanie. Sous l'écorce des arbres, les tapis de feuilles mortes et dans les grottes obscures, tu pourrais bien rencontrer l'une des créatures les plus terrifiantes de la planète, l'amblipige, ou araignée 24 heures. Imagine-toi un gros scorpion dépourvu de queue, avec un corps plat qui semble avoir été compressé. Il ressemble aux araignées, mais n'a pas de glandes à venin et ne peut pas tisser de toile. Ce monstre est rapide et silencieux. Mais ce qui est le plus effrayant, ce sont ses 2 griffes avant, 2 fois plus longues que la créature elle-même. Toute proie qu'il attrape ne pourra jamais s'échapper. Sa vie entière passée dans une grotte sombre a altéré sa vue et l'amblipige essaie donc d'éviter la lumière du soleil. Lors de la mue, il grimpe au plafond et se débarrasse lentement de son ancienne peau. Imagine-toi diriger ta lampe à cet endroit pour y apercevoir de petits cocons d'où sortent des araignées pâles aux pattes excessivement longues. Si tu croises cette créature dans la vraie vie, garde ton calme et éloigne-toi lentement le plus loin possible. Reste sur tes gardes. L'amblipige peut se glisser sous tes vêtements en un clin d'œil et te mordre à l'abdomen. Et ce n'est rien à côté de ce qui t'attend. Bon, d'accord, c'est une blague. Ce gentil petit bonhomme est l'une des créatures les plus timides et les plus inoffensives parmi tous les arachnides. Il a peur de nous et ne s'en prendra jamais à toi. Beaucoup le trouvent majestueux et gardent des amblipiges dans des terrariums faits de verre. Si tu désires un tel animal de compagnie, veille attentivement à ce qu'il ne s'enfuit pas de sa maison. Car si cela se produit, il sera très difficile de le rattraper. En quelques instants, il peut se glisser sous ton lit ou passer par les interstices du plancher. Ensuite, il se rendra dans l'appartement de ton voisin par le biais du système de ventilation et terrorisera les gens qui s'y trouvent. Bon, et pourquoi pas un petit scorpion pour la route? Ce dernier n'est pas aussi effrayant que les autres créatures de cette vidéo, mais il s'agit du scorpion le plus venimeux des États-Unis, le Centruroide sculpturatus d'Arizona. Le problème, c'est qu'on peut le trouver dans le désert, chez soi ou dans son jardin. Cette dangereuse bestiole venimeuse se glisse dans les pièces et pique souvent les gens. Une seule piqûre suffit à provoquer une douleur similaire à celle d'une piqûre d'abeille. Mais une personne allergique peut souffrir de paralysie, de détresse respiratoire et d'autres problèmes de santé extrêmement graves. Tu te prépares pour une aventure au pays de la glace et du feu. Mais avant de passer en mode explorateur de volcan, écoute bien ce qui va suivre. Tu dois faire ton sac correctement pour profiter au maximum de ton voyage. Ne sous-estime jamais la météo en Islande. Peu importe que tu y ailles en janvier ou en mai, tu peux t'attendre à toutes les saisons en un seul voyage, ou même en une seule journée. Si tu pars en été, emporte à la fois des vêtements légers et des vêtements plus chauds, et de bonnes chaussures de randonnée. Tu auras certainement besoin d'une couche extérieure imperméable et coupe-vent. N'hésite pas à apporter une veste d'hiver isolante, il est toujours préférable de l'enlever que de ne pas l'avoir. Une autre chose que tu dois savoir sur l'été islandais est qu'entre le 15 et le 30 juin, tu peux vivre une expérience connue sous le nom de soleil de minuit. Le soleil ne se couche pas avant minuit, et même là, il descend à peine sous l'horizon, donc ça ressemble plus au crépuscule. À moins que ton logement n'ait des rideaux très épais, tu pourrais avoir du mal à dormir quand il fait si clair dehors.
C'est pourquoi il est judicieux d'emporter un masque de sommeil. Et pour la journée, tu auras certainement besoin de lunettes de soleil et de crème solaire. Ou alors, tu peux y aller en décembre, quand il ne fait jour que 4 heures et 7 minutes par jour. Les températures hivernales ne sont pas aussi terribles qu'on ne le pense, mais la neige et les vents venant de toutes les directions aggravent la situation. Alors, concentre-toi sur le fait de rester au chaud et au sec. Une veste isolante, une ou deux couches chaudes, un pantalon thermique, un pantalon imperméable réfléchissant pour rester au sec et se faire remarquer dans la neige, un bon bonnet et des chaussures solides. Tout ça te permettra d'aller loin. En complément, des crampons t'aideront à rester stable sur les terrains glacés. Le printemps et l'automne sont assez courts et le temps y est très imprévisible. Donc ton équipement hivernal fera aussi l'affaire. Même si tu vas en Islande par le temps le plus froid, emporte absolument un maillot de bain. L'océan en Islande n'est bien sûr pas bien chaud, mais tu auras besoin d'un maillot pour les piscines extérieures et les sources chaudes dont le pays regorge. Comme toutes les piscines sont chauffées grâce à l'énergie géothermique, elles sont toujours chaudes. Les habitants et les touristes se baignent dans toutes sortes de conditions météorologiques, même quand il neige. Le Blue Lagoon est la station thermale géothermique la plus célèbre. Il utilise de l'eau de mer provenant d'environ 2000 mètres sous terre, qui contient des minéraux terrestres utiles. Une fois qu'elle est chauffée par une centrale géothermique voisine, un mélange d'eau de mer et d'eau douce se déverse dans une piscine de lave à une température d'environ 39 degrés Celsius. Sa magnifique couleur turquoise lui vient de la silice qu'elle contient et qui reflète la lumière du soleil. Apporte absolument une gourde pour ton voyage. Tu peux la remplir avec de l'eau du robinet car elle est parfaitement sûre et saine. Le pays est rempli de sources et de glaciers, et cette eau de haute qualité arrive à chaque robinet. Elle ne contient aucun produit chimique, c'est donc officiellement l'une des eaux les plus claires du monde. Tout ce que tu dois faire, c'est attendre un peu lorsque tu passes de l'eau chaude à l'eau froide. L'eau chaude arrive aussi directement dans les maisons islandaises, et elle est chauffée par des sources géothermiques. Le soufre qu'elle contient lui donne une odeur d'œuf pourri. Même si c'est un peu répugnant, c'est totalement inoffensif. L'eau en bouteille est hors de prix et elle provient de toute façon des mêmes sources. Les Islandais n'ont aucun problème à parler et comprendre l'anglais, mais si tu veux te sentir comme un local, n'oublie pas d'emporter des oreillettes de traduction. L'islandais est assez difficile à appréhender et peut sembler inhabituel. La langue compte moins d'1 demi-million de locuteurs natifs, mais ils en sont super fiers et elle ne cesse de se développer. Au lieu d'emprunter des mots à d'autres langues pour les nouveaux concepts, ils en créent de nouveaux ou réutilisent d'anciens mots. Le mot islandais pour ordinateur, par exemple, se traduit littéralement par « oracle des nombres ». Il existe plus de 130 façons de dire « vent » et 112 d'entre elles sont écrites sur une passerelle en bois, du vent le plus calme au plus fort, au cas où tu voudrais les apprendre. Il y a aussi certains concepts que la langue française n'a tout simplement pas, comme par exemple « temps de fenêtre ». C'est ce genre de temps qui semble beau de l'intérieur, mais qui te fait regretter ta décision d'être sorti. Si pour une raison quelconque, tu prévoyais d'amener un cheval en Islande, arrête-toi tout de suite. La race de cheval islandais est l'une des plus anciennes et des plus pures au monde, son histoire remontant au Xe siècle. L'histoire raconte que les ancêtres des animaux d'aujourd'hui ont été soigneusement sélectionnés pour être amenés en Islande depuis la Norvège à l'époque des Vikings. Et depuis le XIe siècle, personne n'a importé d'autres races de chevaux en Islande. C'est interdit par la loi. Cet isolement complet aide les chevaux islandais à rester en excellente santé et à vivre longtemps. Ces magnifiques créatures étaient autrefois le seul moyen de transport du pays. Ils se sont adaptés pour survivre dans toutes sortes de conditions climatiques et ont grandi, même s'ils n'ont toujours pas l'air énormes. Et si tu en vois un, ne l'appelle jamais un poney. Cela pourrait vexer les habitants. Désolé de casser le mythe, mais ton souhait ne se réalisera pas simplement parce que tu as jeté une pièce dans l'une des sources thermales d'Islande. Les panneaux interdisant de jeter des pièces sont là pour une bonne raison. Les pièces restent dans les eaux cristallines, gâchant l'aspect naturel des geysers et des piscines. De plus, les chercheurs ont prouvé que les pièces de monnaie et autres déchets peuvent changer définitivement la couleur de l'eau thermale. C'est précisément ce qui s'est passé à Yellowstone. Le bassin Morning Glory a changé de couleur, passant du bleu tropical au vert, avec des nuances de orange et de jaune. Si tu ne veux pas que cela arrive aux magnifiques paysages islandais, garde tes pièces dans ta poche ou pour acheter des souvenirs. Les elfes sont très présents en Islande. Environ la moitié de la population croit en leur existence.
Le folklore local considère les elfes comme le peuple caché qui vit dans les champs de lave. Lorsque quelqu'un veut construire quelque chose sur l'un d'eux, il doit tenir compte de l'avis des elfes. Ces derniers ont un porte-parole qui vient aux réunions. Parfois, la construction de routes est même détournée autour des rochers où vivent les elfes, pour ne pas les déranger. Ces petits bonshommes partent à la chasse aux maisons pendant les vacances d'hiver, et ce sont 13 elfes, appelés les Yule Lads, qui apportent leurs cadeaux à la jeune génération d'Islandais. Si tu veux en savoir plus sur les lutins pendant ton voyage, tu peux t'inscrire à l'école des lutins de Reykjavik. Tu recevras un manuel, un diplôme d'elfe et un thé avec des biscuits en prime. Elles peuvent sembler être là simplement pour que tu les prennes en photo, mais ces petites pyramides de pierre ont en fait un nom et une histoire. Les anciens construisaient des cairns qu'ils utilisaient comme une sorte de système GPS bien avant que cette technologie ne soit inventée. Les voyageurs marquaient certains endroits le long de leur route pour aider les autres à trouver leur chemin. C'était autrefois le seul moyen de marquer les itinéraires, et tu peux encore en trouver partout sur l'île. Bien sûr, l'Islande a maintenant le GPS, mais il est illégal de déplacer les pierres des cairns, car ils sont considérés comme une partie importante de l'histoire. De plus, certains randonneurs utilisent encore ces pyramides pour s'orienter. Donc si tu en construis une au hasard, les randonneurs peuvent facilement se perdre, car ils suivraient le mauvais itinéraire. Si tu veux apporter un cadeau à tes nouveaux amis islandais, un livre est une excellente idée. Pendant de nombreuses années, le pays a eu le taux le plus élevé de publication de livres par habitant au monde. En moyenne, un Islandais sur 10 publie un livre au cours de sa vie. Il y a même une fête spéciale pour donner des livres. Les sagas islandaises remontent au XIIIe siècle. Les écrivains créent leurs sagas même sur des serviettes de table et des tasses à café. Chaque geyser et chute d'eau a son propre conte sur les héros et héroïnes qui y sont liés. Tu peux aussi scanner les codes barres sur les bancs publics pour écouter des livres audio sur ton smartphone.